Et bienvenue dans Tunnel, nous sommes le 6 juin à Paris. Cette semaine, j'ai adoré évidemment Willow Green où j'ai pu passer en coup de vent au gré de mes forces vacillantes et voir des choses juste fous. Mais surtout, tester toutes mes paires de chaussures à l'aune des torrents de boue. Alors autant j'aime beaucoup le marais dans Paris, autant j'aime un peu moins le marais dans Shrek. Et ce sont les Doc Martens qui ont gagné, bravo. Merci à elles de m'avoir permis de préserver mon drip et de me sentir un peu quelque part au milieu du VIP et de la terre qui s'enlisait dans la ferme célébrité en 2024, en plein cœur du bois de Vincennes. J'ai détesté, malheureusement, désolée pour mes Astro Queens, m'entendre dire avec récurrence que l'accident qui est venu me prendre momentanément le visage et le genou, entre autres, ajouté à toutes les autres catastrophes de mai, d'argent, de matériel, de santé, c'était parce que Mercure rétrograde. Non, je ne suis pas tombée en vélo parce que Mercure rétrograde, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais, mais j'ai mal. Heureusement que vous n'êtes pas médecin. J'ai découvert que tout le monde, vraiment tout le monde autour de moi, regardait Secret Story avec délectation. Et dès qu'on se reconnaît comme entre victimes de la même addiction, d'un clin d'œil instantané, on s'épanche dans le meilleur des brise-glaces qui soit. C'est la réussite de TF1. Et je dois dire, au vu de cette semaine, que c'est la seule. J'ai écouté en boucle enfin des discours politiques qui m'ont inquiétée de par leurs bêtises et leur vacuité. Je préférerais toujours n'importe qui aux bourges racistes, homophobes, racistes, misogynes qui prétendent aller sauver le peuple sans jamais pourtant mettre un orteil dans les assemblées qui les représentent. Si vous voulez pouvoir continuer à vous exprimer, à avorter, à être soigné, à manifester, à vous marier avec qui vous plaît, à pratiquer votre religion ou à ne pas en avoir, allez voter. Faites voter vos proches et faites-le quand vous ferez votre choix, du côté du cœur, quoi qu'il arrive. J'en ai marre de voir le fascisme monter aussi implacablement et qu'on n'ait plus que nos yeux pour pleurer. On s'épuise dans les luttes, puis on doit se reposer de la violence d'un système au manque duquel on a tenté de pallier. C'est quand même le beurre et l'argent du beurre. Tout ce que je vois autour de moi, ce ne sont pas des gens qui veulent la guerre, ce sont des personnes qui veulent aller bien. Et ça, c'est déjà en soi un chemin. Mais comment est-ce que l'on avance avec toutes les épreuves qui émaillent une vie ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ? Est-il juste de répéter en boucle que ce qui ne tue pas rend plus fort ? Comment s'assure-t-on déjà que cela ne nous tue pas ? Dans quel état sortons de ces processus ? Est-ce que la vie continue pour de vrai ? Comment est-ce qu'on guérit ? Vous l'aurez compris, ce soir, avec mes 4 invités, nous allons parler de guérison. Et autour de cette table, à ma droite, Cristal. Cristal Meuret, tu fais ton premier pas dans le monde de l'art à l'âge de 12 ans au sein du collectif de mode le Gucci Gang avant de te lancer dans la musique. Ton premier EP, I Was Wrong, arrive en 2020, suivi de Twisted Daisies en 2022. Je pense que tu prononceras mieux l'anglais que moi. On te voit auprès de toutes les marques et sur les scènes des plus grands festivals, dont dimanche à Willow Green, où tu as complètement allumé le feu pour présenter ton premier album enfin, Sad Lovers and Giants, enflammé, que tu présentes comme un conte pour adultes. Qu'est-ce que tu livres dans ce projet ? Salut. Sad Lovers and Giants, c'est un album qui m'a permis de me guérir d'une rupture. Dedans, j'essaye de parler des émotions, des premières émotions de tristesse que j'ai pu ressentir face à un amour. Et dedans, je m'aventure dans la dualité de mes émotions, dans la rage et l'amour, the darkness and brightness. Je m'aventure dans des thèmes que je ne connaissais pas. Et donc, je dis conte pour adultes parce que je le dis j'écris cet album d'une manière très enfantin, où en fait, je raconte ce que j'ai pu ressentir. C'est des ressentis assez... je les raconte d'une manière très vraie. Et voilà. Merci beaucoup, Cristal. À tes côtés, Julia Foyce. Alors, c'est un retour sur Move ce soir. Bienvenue chez toi. Tu es aussi journaliste de toute façon, aussi dans la Maison de la Radio actuellement sur France Inter. Est-ce que tu peux nous parler de ton émission pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ton émission En Marge ? Oui, alors c'est un rendez-vous en tête-à-tête, mais du coup, évidemment ouvert à toutes celles et à tous ceux qui s'interrogent sur ce que c'est que la norme et sur... surtout comment on la dézingue. En marge, c'est l'idée que ce qui se passe en marge, souvent, ça
ça bloblote et puis de plus en plus fort et un jour le couvercle pète et ça irrigue jusqu'au centre d'une société qui a bien besoin de cette marge-là parce que sinon elle finirait par crever d'uniformité à force de se fossiliser. Donc en marge, on trouve toutes celles et tous ceux qui, par choix ou par accident de la vie, se sont retrouvés catapultés sur des chemins de traverse. Et ces chemins de traverse, ils ont ça d'intéressant que, en gros, quand vous êtes sur l'autoroute 5 voies de la blanchitude, la bourgitude et l'hétérosexualité, vous n'avez pas 45 questions à vous poser, vous pouvez vous mettre en pilote automatique et hop là, vous filez tout droit jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alors que quand vous êtes en marge, c'est un itinéraire bis qui n'est pas balisé, qui est le vôtre et que vous allez devoir trouver, inventer. Alors vous allez tâtonner, vous allez vous planter, vous allez trébucher, mais au bout du bout, vous serez vous. Et c'est quand même pas mal. Merci beaucoup. Ton travail s'intéresse donc aux questions sociétales et tu les incarnes aussi puisqu'en mars 2020, 2 ans et demi après la déflagration MeToo, tu publies « Je suis une sur deux » sur le viol que tu as subi d'un homme bien sous tout rapport, car oui, on le rappelle, le violeur n'est pas un grand méchant monstre qui se balade partout en France et fait des millions de victimes. Le violeur, c'est ton pote, c'est ton père, ton collègue, ton frère, ton ami, ton mec. Bref, tu as publié en mars 2024 un nouvel essai, « Ce que le féminisme m'a fait », un sujet intimement lié à la guérison, au développement personnel, mais le vrai, pas celui d'Instagram où on te sort « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Donc un thème qu'on va avoir tout loisir pendant ces 2 heures d'aborder avec toi, mais Merci. aussi avec les autres invités qui sont à ma gauche, vers qui je me tourne. Eva Ramine, tu es autrice et comédienne et tu t'intéresses via tes seules en scène aux relations complexes de domination, de non-consentement et d'enfermement qui peuvent se mettre en place en amour. Ton dernier spectacle, Va aimer, qui est le 3e donc d'un triptyque, vient appuyer de façon très précise sur la question de la manipulation amoureuse, donc on met amoureuse entre grands guillemets puisqu'il s'agit en fait de violence, et de donc tout ce qu'elle peut permettre comme violence physique, psychologique, sexuelle. Et ce seul en scène a été lauréat au Molière 2024 dans la catégorie du meilleur seul en scène. Pourquoi est-ce que tu choisis chaque fois donc d'être seule en scène, j'ai beaucoup dit ce mot, incarnant à l'envie de vraies galeries de personnages ? Eh bien, parce que je pense que il y a une grande liberté à être seul sur scène. Tu choisis tes mots, tu es un peu le maître du temps. Et en fait, autour de toi, voilà, les autres vont accompagner à quelque chose. Il y a une grande liberté. C'est-à-dire que même la veille, des fois, si j'ai envie de changer un truc, je me dis, je m'en fous, c'est moi qui l'ai écrit, je fais ce que je veux. Donc en fait, si j'ai envie de barrer ce truc-là et de le raccourcir ou de changer des petites choses, ça c'est merveilleux. Seul, parce que, en fait, malheureusement, je pense qu'aussi, c'est le plus simple. Quand tu es seul, tu sais qu'au moins, tu as ton planning et tu n'as pas tout celui des autres. Il y a des contraintes, on va dire, budgétaires qui font que, au moins, tu te dis, je suis seule, c'est mon planning, mon emploi du temps, et au moins, ça va rouler. Et la vraie raison de vrai, j'ai commencé il y a 10 ans parce que je voulais m'écrire, me donner ce qu'on ne m'offrait pas, en fait, et me dire, je ne vais pas attendre que ça vienne parce que visiblement, ça ne viendra pas tout seul. Il va falloir que je me fasse m'auto-sonne, quoi, je me fasse sonner et qu'en fait, j'attende pas. Donc, c'est venu d'une frustration, je pense. J'étais au Conservatoire de Paris, j'avais vraiment envie de jouer, mais je pouvais pas être dans le même cursus que les autres. Donc, c'est venu vraiment d'une envie de me dire, allez, écris-toi ce que tu as envie de dire, parce que les autres le feront pas pour toi. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit le premier seul en scène. Et je pense que tous les personnages, comme je viens du clown et du masque, je pense qu'il y a un grand plaisir à... le clown et le masque me permettent de pouvoir aborder, on va dire, toute forme de thématique, de la plus joyeuse, la plus drôle à la plus sombre. Et c'est justement, un masque et clown, même le clown, c'est le plus petit masque du monde, mais il y a quelque chose qui me permet de... Dans mon jeu, j'aime changer de corps et changer de voix, ce qui va me permettre de pouvoir dire des choses que peut-être moi, en tant que moi, Eva Rami, peut-être que j'aurais eu du mal à dire. Et là, toute cette galerie de personnages me permet de pouvoir le faire et de leur laisser ce pouvoir-là. Oui, parce qu'il y a cette performance où en fait on te voit nous figurer des dialogues parfois entre 3 personnes, où tu vas juste t'asseoir, puis te lever, puis faire semblant d'avoir une cigarette, changer de voix, etc. Enfin, c'est super... C'est une très grosse performance. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi. Florence Trédez. J'avais envie d'avoir à ma table la journaliste brillante de chez Elle, fondatrice de Marie-Frange Magazine, autrice d'un livre sur Madonna, un autre sur Brassens,
Un sur Amy Winehouse, donc Amy Winehouse, une icône rebelle. Et enfin, autrice de L'actrice française est une femme comme les autres. Mais j'avais aussi envie d'avoir à cette table l'artiste, celle qui réunit et fait se rencontrer les gens qu'elle aime autour de concerts qu'elle organise, et celle qui s'est lancée aussi dans l'aventure du seul en scène et se raconte soudain plutôt que faire parler les autres. Qu'est-ce qui éveille ton attention chez quelqu'un d'autre, Florence? Comment est-ce que tu choisis les personnes sur qui tu fais des articles, sur qui tu fais des livres, et que tu choisis de se faire se rencontrer? Bonjour Anna. C'est très instinctif en fait. Je me prends de passion pour les gens et ça peut être un peu dans tous les styles. Et j'adore aussi faire des castings un peu improbables chez moi. Justement, j'organise des concerts chez moi. Et j'adore mélanger les gens et je trouve que ça marche très bien. Enfin, il y a des journalistes, des artistes, un peu des gens de tous les univers. Même mon boucher, une fois, est venu. et voilà, j'aime bien avoir plusieurs points de vue et que les gens se parlent et tout ça, c'est un des buts dans ma vie. Et j'organise aussi le festival avec le docteur Jean-Victor Blanc. Évidemment. Qui est psychiatre, le festival Pop et Psy, dont la 3e édition aura lieu du 11 au 13 octobre à Grande Contrôle. Et bon, ça c'est important aussi, c'est le premier festival pop de la santé mentale, donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Oui, il y a un festival sur la santé mentale, une thématique qui est essentielle, surtout dans les milieux de l'art, où parfois on en parle beaucoup à ce micro, en fait. Il y a une tendance à ne pas s'économiser, etc. Et à justement, parfois, repousser le temps de la guérison. C'est la même qui va nous occuper ce soir. Avant de commencer cette discussion, toutes les 5, autour de ce vaste thème qui est la guérison, un titre, Heal Tomorrow des Naive New Betters, feat. Isia sur Move. Anna Toumazov. Et bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez juste à présent. Je suis avec mes invités Crystal Murray, Julia Foyce, Eva Marie et Florence Trédès pour parler ce soir de guérison. Une première question quand même qui me semble nécessaire pour amorcer cette discussion. Est-ce que ça va autour de la table? Ouais, ça va. Franchement, oui. Ouais. Crystal, tu peux être trop fière de toi parce que ton concert était incroyable. J'en profite pour fangirler un peu. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. J'ai enchaîné. Mais tu sais que j'ai pensé, je l'ai dit à mes potes, parce que du coup, donc, c'était le premier concert qu'on voyait dimanche, avant le concert de Troye Sivan qui était incroyable. Exceptionnel. Oh là là. Ouais. Puis Edith Preto, il y a eu plein de bêtes de trucs ce soir-là sur cette scène-là. Et mes potes, tout le monde était là. Parce que les 2 copines avec qui j'étais, t'avais déjà écouté, mais t'avais jamais vu en live ni rien. Tu vois, nous, on s'était déjà croisés. Ouais, c'est totalement différent, en vrai. Et voilà, et je leur disais, il faut vraiment que vous la voyez en live, c'est le feu et tout. Et en fait, elles étaient là, ouais, elles donnent trop et tout. Je disais, ouais, mais par contre, là, du coup, elles s'économisent pas du tout, j'ai trop peur. Non, je t'avoue, j'ai assez enchaîné ce week-end. C'était la sortie de l'album. C'était incroyable. Mais ouais, c'était très beau. Le public était très ouvert à écouter les nouvelles chansons. Et c'était hyper émotionnel. Et j'ai pleuré. Mais ça fait quoi, du coup, d'ailleurs, de venir devant des foules comme ça, qui viennent faire la fête? Parce qu'on n'est pas juste sur un concert où les gens sont fans de ton travail et viennent te voir dans un petit lieu clos. On est dans un lieu où les gens potentiellement se baladent, viennent découvrir des univers et sont là vraiment pour faire la fête. Enfin, on voit l'état des gens au festival. Et du coup, de venir livrer finalement des blessures et la façon dont on s'en est guéri devant tout ce monde, qu'est-ce que ça fait? Moi, je crois en la fête émotionnelle. C'est quelque chose que... Je pense qu'on aime bien s'amuser, on aime bien danser, mais quand il y a des feelings qui sont involved, c'est encore mieux. Parce que ce que j'ai ressenti sur scène, c'était... Je commence avec Payback, des grosses drums, les gens sont comme des oufs, et après ça redescend sur des chansons comme Whispers, que je vais chanter après, qui sont super émotionnelles et qui parlent de moi. Mais j'essaie toujours j'écris d'une manière où... même si c'est mes tristesses, je sais les gens peuvent se reconnaître. Et j'ai déjà eu des retours sur ça où la façon dont j'écris, elle est assez simple. Et même si je me contredis, des fois c'est des phrases qui sont assez contradictoires et tout, les gens comprennent les gens le comprennent en fait, cette envie de tout déchirer, mais en même temps cette tristesse, en même temps je suis enragée, mais en même temps je suis amoureuse. Et donc il y a ce truc assez agréable. Quand tu fais 1 heure de show, où en fait, c'est le tunnel. Mais c'est ça. C'est le tunnel, tu rides comme ça, tout le monde dans ton tunnel, et les gens se reconnaissent dans la tristesse, dans la joie, dans la rage. Et it's the best feeling ever.
Et en plus, tu viens proposer tout un patchwork d'émotions et du coup, chacun et chacune peut en avoir une à laquelle il se raccroche et qu'il l'embarque avec toi dans. Ouais, c'est ça. Dans ton et show, là, dans ton tunnel. c'est le premier show où vraiment j'avais l'impression que c'était pas. J'avais pas l'impression d'être triste, heureuse. C'était everything was emotional. Et donc il y a ce truc. C'est parce que j'ai travaillé. Mais bien sûr. Comment est-ce que vous définiriez, pour pouvoir définir la guérison, on est obligé de définir la souffrance, de définir la peine, etc. Comment est-ce que vous définiriez un moment de souffrance ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est toujours des questions de philo ici qui tombent. Les premières questions sont toujours vous avez 4 heures. Mais je crois que paradoxalement, le moment même de la souffrance, c'est un moment où on se sent très vivant parce que c'est tout le corps qui brûle. Tout le corps brûle, c'est l'âme qui brûle, c'est le cœur qui saigne, c'est tout ça à la fois. Et on se souvient que au moment où on se souvient de tous ces organes qu'on a, de tout ce qui fait cet être qu'on est, de toutes ces cellules-là, c'est au moment où elles crient à l'aide et au secours. Et c'est du coup le moment où on se souvient aussi de quand tout allait bien, et tout allait tellement bien qu'on avait fini par oublier que tout ça existait, tout ça faisait qui on était. Donc je crois que la souffrance, le moment de la souffrance, l'instant T, c'est un moment où tout se réveille. C'est l'après qu'il faut gérer. Et c'est hyper intéressant en plus ce que tu dis, parce que ça fait écho, je trouve, Christelle, à ce que tu disais, le fait de venir mettre en relief des émotions et que tout le monde les voit, parce qu'on parle souvent, par exemple, quand on parle de souffrance, de douleur, les gens pensent souvent à la dépression, qui est une absence, en fait. C'est l'absence, on ne ressent plus rien. C'est une espèce de... C'est comme un électrocardiogramme plat. En fait, là, il n'y a plus rien. Je pense que la souffrance, elle préexiste et que quand je dis ce qui compte, c'est l'après, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'après-souffrance. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas du tout à l'aise avec l'état de tristesse. C'est quelque chose, j'ai toujours peur que ça m'engloutisse. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais ? Bon, alors, moi, j'ai toujours besoin d'être dans l'action, dans une espèce de truc où me laisser traverser, j'entends me laisser submerger. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, je dis pas que c'est bien, je dis pour moi. Donc, je transforme en colère, en action, en combat. Parce que je suis faite comme ça. Donc me laisser dans une autre vie, parce que j'allais dire, j'aimerais dans ma vie parvenir à me laisser traverser par... Honnêtement, je pense que c'est foutu pour cette vie-là, mais peut-être que dans une autre vie, pour ça il faudrait que je croie à la réincarnation, j'aimerais faire partie de celles qui savent se laisser traverser par la tristesse, accueillir toutes ces émotions, etc. Moi, j'en suis foutument incapable. Mais en vrai, je crois qu'il faudrait se dire que une fois qu'on a été touché comme ça, et parfois même cloué au sol, chacune fait bien comme il ou elle peut et fait bien comme il ou elle veut. Ma façon à moi de faire a toujours été celle-là. Il y en a évidemment tant d'autres, l'essentiel étant d'essayer d'en faire quelque chose. Mais quand je dis faire, c'est pas se plonger dans l'action comme je le fais moi, mais de transformer ça à son rythme, comme on peut, comme on veut, quoi. Alors c'est drôle parce que donc moi j'ai vécu une rupture assez difficile il y a 6 mois et aujourd'hui je suis presque nostalgique de cet état qui était extrêmement intense et où tout d'un coup je ne me reconnaissais plus puisque j'étais traversée par une espèce de yo-yo émotionnel, c'est-à-dire dans la minute je lui envoyais des mails pour dire je l'aime, je t'aime, tu es mon mec, reviens machin, et la minute d'après je l'insultais, donc c'était assez bizarre, enfin j'avais jamais vécu un tel yo-yo émotionnel. Et aussi, je me suis laissée aller aussi à une colère, une rage que j'avais peut-être refoulée depuis pas mal d'années. Et donc, ça m'a fait du bien. Donc, je trouve ce moment d'intensité parfois. Enfin, évidemment, la personne que j'étais il y a 6 mois serait complètement ébahie si elle savait que je dirais maintenant que je suis nostalgique. Mais il y a un petit côté comme ça aussi. Et c'est les moments qui nous sortent de cette fameuse autoroute 5 voies. Si vous réfléchissez le jour des enterrements, on se serre dans les bras, on se parle tellement, on rit tellement. Ce qui compte, c'est l'après, c'est-à-dire que quand vous perdez quelqu'un, vous allez avoir, quand vous avez la chance d'être bien entouré, vous allez avoir, on va vous porter, on va se rassembler autour de vous, on va vous donner beaucoup cette solidarité de aussi, chaleur humaine, il va y avoir des gens. Et puis en fait, les semaines passant, et c'est bien normal, petit à petit, les gens vont se faire plus rares, vont plus vous appeler tous les jours, mais une fois par semaine, et puis une fois par mois, et puis c'est cet après-là dont je parle, mais le jour de l'enterrement,
et les jours qui précèdent et les jours d'après, encore une fois, pour peu qu'on soit bien entouré, c'est des moments qui sont paradoxalement pleins de vie. Et il paraît d'ailleurs que c'est dans des pays en guerre, au moment de la guerre, qu'on fait le plus d'enfants. C'est-à-dire qu'on est tous entre cet Eros et ce Thanatos-là. On vous dit mort, et on répond vie. Quelque chose comme ça. Eva, tout à l'heure, en off, juste avant l'émission, on parlait de tes seuls en scène, donc qui sont un triptyque qui viennent aborder les mêmes thématiques. Et je te demandais si du coup tu avais eu envie de les rejouer à la suite, parce que ce dont tu m'as répondu que ça avait été le cas. Et je te demandais si tu voyais une vraie continuité quand tu étais plus dans la représentation de troisième seul en scène. Est-ce que tu trouvais encore le premier actuel ? Et je trouve que ça fait écho à ce que vient de dire Florence. La personne d'il y a 6 mois, que j'étais il y a 6 mois, serait ébahie de me voir maintenant. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette phrase ? Eh bien, que c'est vrai qu'en plus, au moment de l'écriture, ça dépend. C'est souvent, moi, je suis pas très, on va dire, organisée. Pourtant, après, quand je suis sur le plateau, il faut que j'apprenne vraiment par cœur pour me libérer. Mais en fait, je fonctionne vraiment en jet, le fait d'être traversée par des choses qui vont se mettre sur le papier quand même beaucoup, principalement. Et évidemment que je suis plus la jeune femme que j'étais il y a 10 ans. Depuis, il y a eu un travail psychanalytique, il y a eu des mots qui ont été mis, il y a tout un chemin qui a été fait, qui fait que je suis organiquement, cellulairement, je suis pas la même. Donc, j'avais très peur de ça, c'est ce que je te disais, parce qu'en effet, le troisième est principalement sur les, on va dire, en sous-jacent de cette transmission, de cette libération et de cette émancipation, il y a les violences de domination. Mais le premier, je tourne autour du pot, je le sais pas encore, j'ai pas encore fait le chemin, mais l'inconscient est là. L'inconscient déjà m'envoie des clés et balance des petites clés déjà dans le texte. Et j'étais dans une souffrance à ce moment-là de la perte de ma grand-mère, que je voulais qu'elle m'accompagne sur scène. Donc j'étais vraiment connectée à cette chose-là. Et quand je l'ai repris, là, il y a pas longtemps, je me suis dit, mais est-ce que j'avais peur que ce soit poussiéreux, j'avais peur que les gens s'ennuient, j'avais peur d'être tellement loin. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change de costume ? Est-ce que j'unifie tout ça ? Et en fait, non, je me suis dit, en fait, tu vas prendre le texte, tu vas remettre tes pieds dans tes petites chaussures là d'il y a 10 ans et être tout simplement dans ce que tu dis là maintenant, avec ce que t'es, avec ce que t'as traversé, quoi. Et j'ai eu une grande joie, quoi, en fait. J'ai une grande joie à retraverser ça. Et je me suis aperçue surtout des clés qu'il y avait. Et je crois même que ça m'a libérée pour le troisième. C'est-à-dire de repasser par ces étapes-là, de refaire ce cursus-là. Parce que moi, je frôle souvent, c'est par rapport à ce que tu disais, Cristal, de dire tu emmènes dans une joie et après, peut-être accepter qu'en fait tout ça aussi, ça soit pas que du rayon de soleil et que ça soit aussi des fleuves profonds, quoi. Et moi, je sais que j'aime beaucoup ça aussi, c'est-à-dire que j'aime bien emmener aussi les gens, les prendre par la main, leur dire allez, on va rigoler, vous êtes avec moi, on est ensemble, et après pouvoir faire passer d'autres choses, quoi, et d'être traversé par au niveau sens vibratoire aussi, de pleurer, Et pour ça, en effet, il y a un mot qui me parle beaucoup, c'est en portugais du Brésil, on dit la saudade. Et c'est vraiment le mélange de cette espèce de joie et de tristesse entremêlées, mais l'un est indissociable de l'autre. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et bref, en tout cas, pour répondre à ta question, le fait de le reprendre 10 ans plus tard, c'est une grande joie de voir le chemin parcouru. Et voilà. Merci beaucoup. Ça fait totalement sens au final, cette idée de ressentir justement plus fort. On va continuer à en discuter de comment ces émotions très fortes qu'on ressent au moment des souffrances viennent nous impacter bien après les guérisons. Mais tout de suite sur Move, c'est PNL. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Tunnel. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter le début de cette émission en podcast sur le site Radio France, mais aussi sur vos plateformes de streaming et également le voir en vidéo. Et vous verrez mon magnifique bleu qui évolue un petit peu tous les jours sur YouTube. Voilà. Ce soir, je suis donc avec Florence Trédez, Eva Rami, Julia Foyce et Cristal Meuret pour parler de la guérison. Et une question pour reprendre cette discussion. À quel moment, on a parlé un peu du parcours de souffrance où on se sent extrêmement vivant. Julia, tu évoquais les moments de deuil, justement, où il y a un côté un peu exceptionnel, où tout le monde vient se réunir autour de nous, etc. Et où donc tout serait décuplé. Quand est-ce qu'on sait ou quand est-ce qu'on réalise qu'on est guéri ? Quand on a moins de symptômes.
quand ça fait moins mal. Ouais. Moi, je me souviens... Quand on a pris ses antidépresseurs. Je me souviens de ce moment, donc vous l'avez dit, moi j'ai été violée quand j'avais 20 ans. Et je vous parle de cette intensité. Pendant des années, Salut Julia, ça va était une question hyper intense pour moi et je ne pouvais pas y mettre de la banalité dans la réponse. Parce que c'était une vraie question en fait. Il se trouve que ce que j'avais subi par ailleurs, c'était accompagné de violences assez fortes. Donc on va dire que j'ai senti le vent du boulet. Et le fait d'être là, d'être encore en vie, oui, ça va. Et je crois que j'ai pu me dire ça va beaucoup mieux quand je me suis remise à répondre « Ouais, ça va et toi ?» sans réfléchir du tout à la réponse que je faisais. Là, je me suis dit « Ok, je reviens à une forme de banalité. » Je parlais d'électrocardiogramme plat. Bon, c'était pas encore complètement plat, mais on va dire que les oscillations étaient quand même beaucoup plus réduites. C'est hyper intéressant le retour à... Mais justement, en fait, ça fait totalement sens avec ce que tu disais. La souffrance qui s'accompagne de choses très, très intenses, etc. Et est-ce que du coup... Et je me souviens, pardon, je te coupe, mais je me souviens d'une fois où il y a eu en fait un dégât des eaux chez moi et j'ai fondu en larmes, je me suis énervée, je me suis dit, putain, mais ça fait chier, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Et je me suis dit, waouh, je suis en train de pleurer pour un dégât des eaux, c'est bon signe. Je vais bien. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression, justement, au moment de cette guérison, on parlait du coup d'émotions très exacerbées pendant les moments de souffrance intense, puisque tout doit être exacerbé. Est-ce qu'à ces moments-là, les moments de bonheur étaient du coup des moments d'euphorie ? Et est-ce que tu as pu voir que quand ça allait mieux, justement, tu arrivais juste à avoir une espèce de joie simple, une ataraxie en fait? Alors, le problème de la joie simple et moi, c'est que ça fait un peu 14. C'est-à-dire que je viens par ailleurs d'un milieu, on va dire, italo-juif. Donc on est dans l'expression du bonheur et de la joie et de la peine. Tout ça est toujours un petit peu outré. Donc le terrain, c'est pas feutré. Le terrain, non, feutré connaît pas. Non, c'est quand même ce terrain-là. Donc on a une capacité à s'enthousiasmer pour, je sais pas, pour une courgette qui est quand même assez phénoménale. Donc ça, je trouve que c'est mon caractère de base. Après, il y avait cette joie d'être en vie parce qu'il y avait une hyper-conscience d'être en vie. C'est génial et en même temps, c'est épuisant. Et j'ai été heureuse de pouvoir de temps en temps oublier que le fait d'être en vie, c'était cool. Voilà. Ça, là, on passe un cap. Mais la guérison, je pense qu'il y a quelque chose de... Déjà, c'est un chemin. Et puis, ce que je veux dire à toutes celles qui nous écoutent, parce que moi, il y a beaucoup de filles qui m'écrivent et qui disent « Mais comment on fait après pour se relever ?» Il y a des moments où on a juste envie de rester couché. Je veux dire, c'est pas linéaire. On avance par paliers. Il y a des moments où on n'en peut plus de lutter. Enfin, je veux dire, qu'on soit très clair. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de cette chose-là. Cette chose-là, elle fait partie de nous. Elle est là. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on arrive à en faire et est-ce qu'elle arrive encore à nous submerger ou est-ce que c'est plutôt nous qui avons appris à la tenir en laisse? Mais elle est là. Oui, parce qu'en fait, on fait beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire... je sais pas à partir de quel moment on se sent mieux, mais comme peut-être c'est vraiment, moi je le relie à un truc organique pareil, assez cellulaire. C'est juste peut-être me dire à ce moment-là, quand je pensais à cette chose-là, ma respiration s'arrêtait, j'avais les larmes automatiquement qui sortaient, une espèce de pression dans l'estomac et qui s'atténue. Et en effet, après, avec des vagues, des fois des remontées selon quelque chose qui va reconvoquer cette chose-là. Mais en fait, c'est long, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je crois que c'est un peu moins intense à mesure qu'on est capable de l'accepter. C'est-à-dire que je pense qu'on passe pendant moi, les premières années, c'était... le rejet. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Je veux pas de ce truc-là dans ma vie. Et puis, en fait, le jour où vous comprenez que vous allez surtout vous épuiser parce que ce truc-là est arrivé, il ne s'agit pas de pardonner, on ne peut pardonner qu'à ceux qui nous demandent pardon et encore. Il ne s'agit pas d'accepter au sens de se dire bon, le viol, ça fait partie du quotidien d'une femme. Non, c'est bien pour ça que le combat féministe vous sauve. Il s'agit juste de se dire ok, ça fait partie de moi, plutôt que de passer toute mon énergie à l'expulser de mon CV, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire et comment je vais pouvoir l'intégrer au reste de mes cellules. Et en général, quand on passe ce cap-là, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait. Accepter d'être triste. Accepter d'être... Genre, je pense aussi ce truc-là d'accepter de à ce moment-là, je dois être seule. Moi, c'était vraiment ça, en fait. Genre, pendant 8 mois, je faisais la fête, genre, j'oubliais tout et j'étais vraiment dans quelque chose où j'essayais de fuir, en fait, complètement. Et en fait, je m'en souviens, c'était nouvelle année, nouvel an. J'étais en mode, je suis triste.
Et ça m'a pris 2 mois à être triste et juste être seule. Et genre, juste être avec ma mère. Je pouvais que être avec ma mère. Je pouvais voir personne d'autre. Et ma meilleure amie, qui est ma voisine, je pouvais voir personne d'autre. Et j'avais juste accepté. Et ça m'a tellement aidée à comprendre, en fait, le reste. Et du coup, passer à la guérison, quoi. Après, la tristesse, arriver et à commencer les premières étapes de la guérison. Mais fallait accepter. Et puis après, il faut accepter que la tête guérit pas au même rythme, que le cœur qui ne guérit pas au même rythme que le corps. Ça prend trop de temps. Ouais, c'est très juste. Ça prend trop de temps, mais c'est trust the process. Mais t'as mis combien de temps, Cristal, à supporter d'être seule? Parce que c'est difficile au début, surtout quand tu t'es... Moi, je sais que dans ma fin d'adolescence et la vingtaine que je suis en train de terminer, là, c'est vraiment, on est sur le générique de fin. Dès qu'il y a... C'est horrible, mais dès qu'il y a eu un décès ou un truc choquant dans mon entourage, il y en a eu quand même pas mal, malheureusement, je me mettais des cuites monumentales. Parce que je me disais, l'intensité qui va se passer sur une cuite, ça va faire comme si, au lieu d'avoir vécu 10 heures de soirée, j'avais vécu 3 jours, puisque c'est super intense et condensé. Donc, ça met plus de distance entre la chose qui me peine, qui m'attriste, et moi. Bon, plot twist, quand t'es en gueule de bois, t'es pas forcément très bien pour appréhender des émotions négatives. Mais en tout cas, moi, c'était la seule technique que je connaissais, tu vois. Et du coup, je trouve ça ouf, parce que t'as 5 ans de moins que moi, je crois, que genre, t'es déjà ce truc où tu te dises, waouh, genre, je peux être seule, et c'est la solitude qui, justement, est la meilleure des thérapies. C'est dur au début d'affronter ça. Sinon, j'allais pas pouvoir faire mon album, j'allais pas pouvoir, genre, aller sur scène. C'était bizarre, genre, j'arrivais pas à être moi-même. Et en fait, il y a vraiment ce truc de l'acceptation. Ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris un bon 8 mois, comme tu dis, tu te prends des cuites et tout, mais en fait, la tristesse que t'as après ces cuites, c'est pas la vraie tristesse. Vraiment. Et du coup, elle est étrange parce que c'est une tristesse, mais elle est fouillie. Brouillie. Elle est brouillie. Ouais. Elle est encore plus triste que ce que c'est. Ouais. Elle est nulle. Elle est nulle, alors que la sobriété, bizarrement, tu la vois avancer, tu te vois avancer. Ça confronte. Dans ton truc, t'es genre, ok, I'm sad, mais c'est clair, net et précis. Alors que j'ai fait l'affaire tant ça m'a aidé. Je pense que ça aide pendant un temps. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que danser, t'as 2-3 heures dans ta soirée où t'oublies. C'est cool. Bien sûr. C'est trop cool. Mais après, le lendemain matin, tu te réveilles et genre, t'as comme un manque. Et surtout, moi, j'ai été super bien entourée. I have a great mom. J'ai une maman qui a toujours été là, que j'ai toujours tout dit aussi. Donc quand tu dis tout, bah, t'as quelqu'un qui arrive, qui est du coup plus vieille, qui est ma mère, du coup plus vieille que moi, qui arrive à te calmer et à te faire comprendre qu'il y a plein de gens qui passent par ça. Bien sûr. Et à le moment où tu te rends compte que on m'a pas prévenu. On m'a pas prévenu, mais en fait, c'est la vie. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est compliqué. Je connaissais pas, j'ai eu une enfance trop cool. Musicien, so cool, Afro-American, cool. Mais après, en fait, tu te rends compte, genre, je suis en France, je suis une femme noire, je suis là, il y a des trucs qui se passent et tu te rends compte qu'en fait, la vie est difficile, en fait. Et je pense que quand on a 18, 19, 20, et j'avais pas eu encore de mort dans ma vie. Donc en fait, les premières tristesses, elles sont tellement choquantes. Parce que personne te prévient, quoi. On t'a pas prévenu, on t'a pas dit que genre vraiment, t'allais ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir te réveiller le matin. Puis on a beau te prévenir, en fait, faut l'expérimenter. Ouais, faut l'expérimenter parce qu'en fait, tu te dis... Puis je sais pas, moi je suis parent, je me vois pas dire à mes 2 gamins, tu sais, là tu kiffes, mais tu vas voir un jour tu vas en chier. En fait. Non, mais même quand je voyais ma mère, mon père qui part et tout, et la daronne triste... Ah ouais, ça va, le daron, il est comme d'hab. Enfin, tu sais, aussi ce truc-là de vas-y, l'homme, on va lui donner... Puis les parents, il part, il vient, des quoi. êtres. Et en fait, tu vois, ta daronne, elle est toute seule. Et le daron, il est parti. Mais sauf que toi, tu te dis, ouais, mais les darons, ils partent. Carré, parce que tout le monde a toujours dit, les darons, ils partent, en fait. Bien sûr. Et du coup, t'as un gars, bah ouais, le gars, il part, bah ouais, mais c'est toi qui es triste. Et t'es comme la daronne. Et là, tu te dis, wow. Et quand tu grandis, que tu commences, toi, à avoir des ruptures, tu réalises que... Bah oui, bien sûr. Et après, du coup, tu commences à avoir t'avais de la sensibilité pour le daron. Et en fait, t'avais pas de sensibilité pour ta mère. C'est elle qui est restée, c'est elle qui est là, c'est elle qui est forte.
Et du coup, tu te rends compte. Et du coup, je trouve que plus on grandit, plus on vit des choses, plus aussi on se rend compte d'où on vient et de comment s'est passée ton enfance et quelle sensibilité j'ai donnée à l'homme noir, quelle non-sensibilité j'ai donnée à la femme blanche. Puis t'as le truc aussi de réalisation qui arrive dans la vingtaine, où genre tu vois qu'il n'y a pas d'âge où on devient adulte. Parce que quand t'es ado, on te dit, ouais, je sais pas, moi dans ma tête, à 25 ans, on devenait adulte. À 25 ans, c'était genre, je sais pas comment expliquer, genre c'est comme si tu signais un contrat, voilà, vous êtes adulte, machin, vous savez gérer vos impôts, vous savez tenir une maison si vous êtes une femme, vous savez gérer vos émotions et tout. Et les 25 ans, ils datent quand même, parce que du coup, je les ai eu pendant le Covid. Et pas du tout, en fait. Et du coup, au moment où t'as cette prise de conscience que tout le monde fait semblant d'être adulte, genre t'es là, tu vas en réunion, tu sais. Tu vas en réunion, t'as des enfants, des trucs. Et en fait, les parents sont des gens qui font semblant d'être adultes. Et là, t'as beaucoup plus d'indulgence, je trouve. Et justement, ta mère, quand tu te dis, en fait, elle a vécu une rupture. Et en fait, du coup, il y a un ex. Quand toi, tu commences à avoir tes premiers ex, c'est là, mais en fait, ça fait super mal. C'est pas juste des parents qui... Et après, tu dis des 25 ans de mariage. C'est fou. Toi, t'es sorti avec un gars pendant 3 ans, Clarisse. Tu dis 25 ans de mariage, des gosses. Mais ça veut dire qu'ils ont bien Une bossé. maison. Ils ont bien bossé. S'ils ont réussi à vous épargner leurs souffrances d'hommes et de femmes. On connaît aussi beaucoup d'individus qui ont dû se construire avec dans leur bagage la souffrance d'une mère ou d'un père qui se sont coltés alors qu'ils n'avaient pas du tout à s'en préoccuper. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de se rendre compte à 25 ans que nos parents ont morflé. Ouais, c'est sûr. Et bien sûr qu'on hérite aussi de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on agit. Plus on avance et plus on avance avec peut-être la conscience de ce bagage-là dont on hérite malgré nous, quoi. Et Eva, d'ailleurs, je me tourne vers toi parce que il y avait Cristal t'a parlé tout à l'heure du fait que dans ton art, tu viens injecter tout ce qui t'a guéri. Et j'ai une question pour les deux artistes du coup du plateau. Et Eva, je commence par toi. Est-ce qu'il y a des œuvres artistiques qui t'ont aidé dans des guérisons auxquelles tu as dû faire face? Un album, un livre. My God, un paquet. Je pourrais pas te... Là, peut-être, si je cible, on va dire, sur là, on va dire, le dernier seul en scène, parce qu'en plus, à chaque œuvre, on va dire, a sa bibliothèque, bien quoi. Sûr. Et on va dire que là, pour le dernier, je sais que j'ai été inspirée du spectacle d'Andrea Bescon que j'avais vu il y a 10 ans. J'ai été inspirée de la série I May Destroy You de Michaela Coel, qui est merveilleuse et qui est à la fois tellement... Mais c'est un génie, cette femme, et elle a réussi à faire un objet d'art. À la fois, elle joue dedans, elle écrit, elle produit, et cette série est dingue. Elle est dingue, et elle aborde aussi ces thématiques-là. C'est une jeune femme qui va essayer de retrouver son agresseur. Et il y a aussi tout le rapport à la communauté, il y a tout le rapport c'est très intelligent, quoi. Donc je pourrais dire que vraiment elle m'a et puis en plus c'est le parcours d'une femme aussi qui écrit, qui est dans une maison d'édition, donc elle essaye d'être publiée et elle plonge aussi dans la drogue pour fuir, et jusqu'à ce qu'elle aussi les addictions s'arrêtent et en même temps la conscience revient. Enfin, il y a quelque chose dans le tout qui m'a évidemment beaucoup trop parlé et qui a été un peu je me suis dit, je regardais cette série, je me dis ok, ça me parle beaucoup trop, donc ça a été vraiment une inspiration aussi très forte pour m'accompagner. Et après il y a des musiques, et après il y a des Clara Isé qui passent par là, et après il y a des chanteuses et des sons aussi qui accompagnent, mais on va dire principalement c'est cette série moi qui m'a réconforté, le spectacle d'Andrea Bescon, il y a 10 ans. Je pense que de toute façon, même si on n'est pas artiste, on peut faire œuvre artistique et écrire sur ce qui nous est arrivé. Par exemple, moi j'ai écrit 2 textes sur ma rupture, j'ai convoqué 50 amis et j'ai dit le texte avec un micro et une jeune artiste, Elia, qui m'a accompagnée au piano. Et ça a été complètement thérapeutique, je pense. Enfin, vraiment, ça a ému tout le monde. Et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je trouve que même si peut-être c'est pas forcément
une œuvre extraordinaire, mais en tout cas, c'est, je trouve, le fait d'écrire, le fait d'en parler aux autres, de s'ouvrir beaucoup, je trouve ça fait du bien de sentir aussi la solidarité, de découvrir des gens, de parler à tout le monde. Moi, j'en ai parlé absolument à tout le monde. Et d'assumer totalement ça. Par exemple, moi, je parle de la rupture, ce qui est un sujet complètement différent des violences sexuelles et beaucoup moins grave, quoi. Mais le fait de la vivre complètement, moi par exemple j'ai vu 3 psychiatres, j'ai fait 2 MDR, donc je redis, j'en ai parlé à tout le monde. Enfin, je veux dire, au lieu de me cacher, de refouler ça, au contraire, j'ai fait une grande fête thérapeutique pour que tout le monde en profite en fait. Et puis aussi, c'est vrai que je rebondis parce que il y avait d'autres choses qui me parcouraient pendant que tu parlais. Et c'est évidemment que toutes celles qui sont passées avant sont des modèles et sont des points de repère. Et que ce soit dans l'écriture, que ce soit des Camille Kouchner, que ce soit Vanessa Springora, que ce soit Virginie Despentes, que ce soit en fait toutes celles auxquelles on peut s'identifier, évidemment, est source de nourriture et de force et d'appui pour se dire « Allez, elles l'ont fait ». Je peux le faire, voilà. Mais Julia, t'en parles toi dans ton livre, ça, tu cites justement toutes les autrices. Bon, là, je voulais avoir le livre avec moi, mais je l'ai oublié parce que je n'en touche pas une ces jours-ci, du coup. Mais tu parles justement, tu cites Virginie Despentes, tu cites plein d'autrices qui ont pavé le chemin pour toi et pour te donner ces lunettes un peu du féminisme pour envisager le monde et mieux l'appréhender. Ce qui est difficile aussi parce que tu te rends compte du sexisme qui parasite tout, mais dans le même temps, ça donne de la force. Mais je crois que l'un des grands mensonges sur lequel on est construite, nous, les femmes, c'est que des femmes ensemble, ça se crêpe le chignon. On dit ça depuis qu'on est gamine, donc on est dressé à voir l'autre comme une potentielle rivale. Il se trouve que j'ai 2 sœurs que j'adore, donc ce mensonge-là, il dure un peu moins longtemps quand on a eu des sœurs de chair et de sang, parce qu'en fait, on se rend compte assez vite que, en vrai, c'est hyper cool d'avoir des sœurs. Et MeToo, c'est ça aussi. Ça raconte ça et je trouve ça à la fois bouleversant, merveilleux, hyper enthousiasmant, profondément politique de voir ces femmes qui toutes se passent le relais. Il y a quelque chose, le mot sororité n'est pas un vain mot, il y a quelque chose de très beau et de très fort là-dedans et ils le savent d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils voudraient nous faire taire, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour toutes celles à qui on pourrait donner le goût de parler. C'est vrai. Il y a vraiment une portée politique dans la sororité, et même quand tu le prends de façon sur des sujets qui sont peut-être pas moins graves, mais en tout cas moins clairs. On l'a vu après, donc pendant la vague MeToo, il y a eu évidemment toute la libération de la parole et surtout, enfin, grâce au ciel, la libération de l'écoute. Encore que ça reste compliqué et que les vies ne se brisent pas plus que les carrières. Mais si, c'est terrible pour eux. Le fait que des fois, il y a des carousels le week-end pour dire voilà les violeurs de la semaine. Enfin, tellement ils sont nombreux. En tout cas, il y a eu derrière, plutôt 2020-2021, tous ces podcasts, tous ces livres sur les relations hétérosexuelles et ce qui marche pas, en l'occurrence. Et pour moi, il y a aussi ce truc, le fait de nous mettre en rivalité, ça fait qu'on se bat pour des mecs vraiment moi quand je vois des meufs qui sont en rivalité pour des mecs, je suis là mais chopez-vous en fait entre vous, souvent c'est ça que ça raconte, ce bouffon, il leur faut peut-être juste quelques années avant de le comprendre, mais souvent laisser ce bouffon et le fait de nous laisser comme ça en rivalité et penser que justement on a besoin de l'approbation d'un homme et qu'il faut être la meilleure, la choisie, l'élu, c'est aussi une façon pour eux de pouvoir laisser la barre à un niveau très médiocre et pendant que des princesses vont se battre pour eux. Ben, c'est sûr que de ça, on n'est pas guéri, hein, et on met toute une vie sans doute pour se débarrasser de ce regard-là, mais en même temps, c'est ça qui est réjouissant. Et pour le coup, le féminisme, au sens du combat collectif et au sens de la sororité, ça vous donne les armes pour penser les choses, ça vous donne les armes pour vous bagarrer, ça vous donne aussi les armes pour vous débarrasser de ce regard-là sur vous-même. Ça vous apprend à vous regarder, vous. Et c'est quand même, franchement, attention spoiler, vachement plus agréable. Et c'est plus joli quelque part. Tout de suite sur Move, on va mettre un petit tunnel musical. C'est Meryl tout de suite qui était aussi sur scène d'ailleurs avec Love Green. La brume. Et bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez pour cette 2e heure ce soir avec mes invités Crystal Meuret, Julia Foyce, Eva Rami et Florence Trédez. Nous parlons de la guérison.
Et juste avant, on parlait de choses qui peuvent nous aider justement dans ce processus, que ce soit l'art, finalement, la pratique artistique, mais aussi le fait de consommer de l'art, et également la lutte, le militantisme, que ce soit le sien ou celui des autres, qui sont souvent intrinsèquement liés. Et il y a une question que je me pose à titre personnel. J'ai pas forcément de réponse exacte à ça, mais c'est pourquoi on n'accepte jamais que ce soit aussi long de guérir, particulièrement quand on parle de souffrance, de traumatisme, enfin de trucs mentaux. Parce que par exemple, si on a, je sais pas, on est à l'hôpital pour une opération ou parce qu'on s'est blessé, etc., on va accepter le fait qu'il y ait une convalescence, et les autres vont l'accepter aussi autour, alors qu'on dirait que quelqu'un qui vient de vivre un deuil, une rupture ou une dépression, on est là, bon coco, là t'étais pas bien pendant 3 jours, maintenant, et même avec soi-même, des fois on est très très dur. Comment est-ce que vous placez par rapport à ça ? Alors pas forcément, moi j'étais assez étonnée pour la rupture, ça parlait absolument à tout le monde. Mon employeur a été extrêmement indulgent, enfin m'a parlé de sa rupture elle-même. Voilà, moi j'étais très étonnée finalement que pour une rupture, enfin c'est quelque chose que les gens prennent de façon très très sérieusement, très au sérieux. Et peut-être que ça a changé. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qu'on prend au sérieux. Je crois que quand la blessure est physique, on peut se reposer sur elle, dans le sens où, regardez, c'est là. Donc c'est incontestable. Mais même là, je crois qu'on n'aime pas trop rester immobilisé dans sa blessure, parce qu'on vit quand même dans une société du résultat, de la performance, etc. Donc du marche ou crève, on n'en est pas loin. Donc c'est mieux, la blessure physique, on supporte mieux, mais on ne supporte pas totalement non plus. Je crois que pour le reste, pour ce qui est des souffrances post-trauma que tu évoquais, Anna, je crois qu'il y a quelque chose où nous, les premières, on a vite envie d'en sortir, parce qu'on n'a pas du tout envie d'être enfermés dans cette espèce de boîte à larmes, qui est très pratique pour tout le monde, parce que du coup, tant qu'on reste dans la souffrance, tant qu'on continue de pleurer, on est une espèce de truc qui va pas faire chier, qui va rester dans son coin et prostré. Il faudrait surtout pas qu'on se remette debout et qu'on se mette à cogner. Pas trop vite. Ouais, puis les mécanismes du traumatisme sont mal connus aussi, tous les psychotraumas, il y a ça aussi. Ouais, et puis en plus, franchement, chacun a son tempo, en fait. Et en fonction de ce que tu as vécu, de comment t'es accompagné, comment t'es... C'est vrai qu'après, au bout d'un moment, mais c'est quoi ce au bout d'un moment, en fait? Il y en a qui mettent vraiment du temps selon aussi les armes que tu as à la base, les âmes aussi, qui t'entourent et qui t'accompagnent. Et en fait, ça peut mettre du temps. Il faut être indulgent avec soi, mais on l'est pas assez. Mais c'est ce que tu disais, Julia, c'est qu'on se laisse pas le temps, en fait, Et comme tu dis, que ce soit se péter un truc, moi, je vois surtout, en effet, au niveau des personnes âgées que j'ai pu rencontrer, que ma grand-mère principalement, que je sais que les premières chutes ou les moments, c'est insupportable en fait, cette espèce de chose d'être ralentie, d'être contrainte, et à commencer par des personnes même beaucoup plus jeunes, d'un coup te dire putain je suis pas libre en fait de waouh, en fait marcher c'est trop stylé, enfin tu vois, de te dire d'un coup des trucs où tu te rends pas compte de ça, et c'est insupportable. Et on devient dépendant des autres. On n'est plus autosuffisant tout à coup. On doit appeler au secours, et ça nous précarise et ça nous fragilise encore plus, donc on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie que ça s'éternise. Là où il faudrait peut-être, encore une fois, l'accepter, ne serait-ce que pour mieux se débarrasser de ça, mais peut-être plus tard, en ayant accepté dans un premier temps, de ne pas être au top de ses capacités, en n'oubliant pas que putain, on n'est pas des machines, quoi. Et après, là où je te rejoins complètement, c'est que... Et ça, le fait de ne pas être une machine, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais bien sûr. Là où je te rejoins, c'est que les événements interviennent sur un terrain qui préexistait. Donc, ils ne peuvent pas vous transformer. Ils vont maximaliser ce que vous étiez. On parlait de la joie tout à l'heure. Moi, avant qu'il m'arrive ce qui m'était arrivé à 20 ans, j'étais quelqu'un de très joyeux. Je le suis devenue encore plus, parce qu'il y avait ce que je vous disais tout à l'heure, la joie d'être au monde. Bon, j'étais quelqu'un de très actif. Je suis devenue au-delà d'hyperactif. C'est-à-dire que même les hyperactifs, je les fatigue, en fait. Donc, vous êtes maximalisé dans ce que vous êtes, et vous n'allez pas réagir évidemment de la même façon au même trauma, puisque le terrain n'est pas le même. Parce que ce que tu dis, c'est que presque en fait cette espèce d'état à fleur de peau, donc avec une hyper émotion dans lequel peut nous plonger la souffrance ou l'immédiateté du trauma, en tout cas quand on est en train de le vivre ou quand on vient de le vivre, ça peut demeurer, même après, ça peut profondément changer un caractère. Non, encore une fois, je pense pas que ça le transforme. Je pense pas que ça le change. Je pense que ça le maximalise.
Et je pense qu'on arrive dans un événement avec nos bagages à nous. Donc il va avoir une résonance très particulière en fonction du vécu de chacun, de l'environnement de chacun, en fonction du moment auquel ça arrive, des circonstances particulières. Florence, tu parlais de rupture. C'est la rupture que tu as vécue au moment où toi, tu l'as vécue. Donc, on est tous là à se dire « Ah là là, mais moi, j'arrive pas à rebondir », alors que toutes mes copines, en gros, quand elles se font lourdes, elles rebondissent. Ouais, sauf que c'était pas la même histoire d'amour, que ça s'est pas produit de la même façon, que c'est pas arrivé au même moment dans sur une vie au même moment, que c'est pas arrivé sur les mêmes vies. Ouais. Rien n'est plus singulier que la souffrance, je crois. Et en plus, des fois, pardon, excuse-moi, mais en effet, on a beau, en plus, c'est ça, moi je pense aussi dans l'aide qu'on veut faire aux autres, quand quelqu'un est pas bien, en fait, tu auras beau te dire, en fait, c'est ça temporaire. Bah, allez, maintenant, il faut que tu ailles bien, mais tant que la personne n'a pas décidé, tant que la personne ne le ressent, parce qu'on peut entendre, voilà, et ne pas ressentir, quoi, tu vois. Et en fait, tant que cette personne-là n'a pas fait ce chemin-là, mais bon, des fois, on s'aperçoit, il y a des personnes, on essaie de dire, allez, bouge, allez, fais ci, mais en fait, non, c'est un chemin intime, en fait, et d'être indulgent, en fait, avec ça aussi. Et de se foutre la paix, en fait, vraiment. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi, en fait, pour ça. On met le temps qu'on met à se remettre des choses. Et évidemment que c'est bien d'être dans l'action et de tout de suite. Et Julia aussi t'en parlait. Moi, je sais que c'est ça aussi. C'est je transforme même presque là, depuis le consentement, j'allais dire. Je fais lapsus sur lapsus, même interne, quoi. Depuis le confinement, j'avais vraiment ce truc-là de me dire, j'écrivais en même temps que je processais, quoi, tu vois. Donc, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette force-là. Et je sais pas d'où elle vient. Et puis peut-être qu'il y a des moments de nos vies où toi comme moi, on sera plus capable de faire ça parce qu'on n'en aura pas plus capable, mais qu'on aura envie d'autre chose et qu'on aura envie de prendre nos zones d'ombre un peu autrement. Il se trouve que jusque-là, c'est ça, que nous, ça nous va bien, mais que ça va pas forcément à tout le monde. Et que c'est aussi une vraie force de pouvoir dire, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, je suis juste triste et j'ai pas du tout envie d'agir là, j'ai plutôt envie de pleurer et voilà, parce que de cette émotion-là, plus tard va pouvoir sortir quelque chose. Puis il y a quelque chose qui semble aussi aléatoire comme la météo, les choses du monde, parfois aussi, c'est les moments où la force fleurit, on sait pas pourquoi, justement, quelqu'un qui va mal et machin. Rationnellement, on peut lui dire allez, bouge-toi, ça fera rien, puis un jour, on sait pas pourquoi, hop, on se sent truc, et puis la force peut partir, mais je sais que justement, je parlais en off de mes années de militantisme, et j'étais vraiment tout le temps... c'est même pas que j'étais bonne élève sur le militantisme, c'est que s'il ne fallait pas dormir pendant plusieurs semaines pour lire des témoignages des nuits entières, et tu sais, Julia, à quel point on peut en recevoir, puis pour ensuite aller les absorber, puis les porter sur les plateaux télé... J'étais là tout le temps. J'allais, en fait, même si j'étais fatiguée, je me disais non, mais en fait, on s'en fout que je sois fatiguée. Il y a des gens qui souffrent plus. Allez, on va y aller. On va aller parler avec Darmanin chez Hanouna. Enfin, des trucs waouh. Oh, la bonne soirée. Ouais. C'était génial. Ça avait duré 4 heures. C'était formidable. Mais toujours est-il que là, par exemple, je sais que je suis à un stade pour des raisons que je m'explique et pour d'autres que je m'explique pas. Où depuis la rentrée, cette année, je ne peux plus militer. Je n'arrive plus. Ce n'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces. Et toutes les œuvres, d'ailleurs, même, qui parlent de violences sexuelles, enfin de tous ces sujets dont j'ai parlé pendant des années, je ne peux plus les voir, les entendre, les voir, ça m'est trop violent. Enfin, des fois, je le fais, mais ça me trigger instantanément, et c'est pas possible. Et c'est marrant. Enfin, moi, j'essaie de... En fait, quand, du coup, il y a un truc chiant qui se passe comme ça, le truc est là, de toute façon. Donc, autant justement penser à l'après ou à prendre de la hauteur. Et du coup, à chaque fois, je me dis, putain, c'est marrant parce que du coup, ça montre que on peut faire telle chose pendant des années et tout. Et puis un jour, sans qu'on sache trop pourquoi, on ne peut plus et tout. Et c'est assez marrant de voir, je trouve, les fluctuations de l'énergie vitale, en fait. Et encore, toi, tu te rends compte de tes limites. C'est-à-dire que tu as réussi à dire... pendant des années, je m'en suis pas rendu compte. Là, je peux plus. Mais en fait, c'est le propre aussi des engagements. Et en particulier, des engagements féministes. Parce que vous rajoutez au combat politique le fait que nous, les filles, on est quand même élevées, programmées pour prendre soin d'eux, pour se dévouer, pour se sacrifier. Donc les deux ensemble, ça vous donne un truc où vous ne vous économisez jamais, jusqu'au jour où vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous fait des trous dans la peau, quoi. Parce que on n'est toujours pas des machines et on n'est jamais immunisé face à la souffrance des autres. Et moi, je pourrais jamais ne rien ressentir face à un récit de viol ou de violence conjugale. Ça n'est pas possible. Donc, comme par ailleurs, ne serait-ce que... Alors moi j'ai l'argument des enfants, il est hyper pratique. C'est que quand je m'oublie un peu trop, je peux me souvenir qu'ils ont une mère et qu'ils ont besoin d'avoir une mère qu'à la patate. Donc,
l'enfant a ce site pratique que de temps en temps tu peux dire wow, parce que tu restes dans le don et dans le sacrifice, mais avec tes enfants. Donc ça t'aide aussi à mettre des limites. Mais c'est vrai que moi, très vite, je me suis rendu compte après la sortie du bouquin qu'il fallait que je canalise tout ça. Et ce que j'ai fait, tout en culpabilisant évidemment, parce que je me disais mais comment oses-tu ne pas répondre immédiatement à tous ces messages que tu reçois quand tu sais toi le bien que ça t'a fait, toutes ces mains tendues, blablabla. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'enregistrais à l'époque le vendredi l'émission et on sortait à 15h. Moi, quand je sors d'une émission, je suis incapable d'écrire. J'ai plein de boulot en même temps, mais je sors de l'émission, j'ai tout donné, je sors de là, j'ai besoin d'un truc où je me pose en terrasse et je fais rien et je fume des clopes et puis voilà. Et là, je me disais, là j'ai 2 heures où je réponds à toutes celles qui m'ont écrit pendant la semaine. L'avantage de ça, c'est que du coup, le reste de la semaine, ça ne me poursuivait pas. Je voyais les messages. C'est très malin, et j'avais rendez-vous avec eux. J'avais rendez-vous avec eux le vendredi après-midi. C'est tout. Et si dans les 2 heures, j'avais pas répondu à tout, tant pis, ce serait la semaine d'après. Donc ça m'a permis de condenser et de limiter ça et de mettre cette histoire-là dans une zone un peu étanche au reste de ma vie. Est-ce que justement, il y a le... Je pense au principe des triggers justement et au fait que ces messages qu'on reçoit, on peut les recevoir à n'importe quel moment et ça peut venir du coup réactiver des choses. Mais comme toi par exemple Florence, quand tu es en train de guérir d'une rupture, tu peux, j'en sais rien, tu peux être envoyé justement sur une enquête où tu dois parler des ruptures et ça reste super difficile. Le principe du trigger en fait, du truc qui vient réactiver quelque chose sans forcément qu'on s'y attende. Est-ce que vous pensez que du coup ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui ne guérissent jamais vraiment? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'emploie toujours cette formule-là. Je dis que depuis le viol, je marche avec des béquilles. J'ai jamais récupéré mes jambes d'avant, mais c'est pas grave parce que je m'en sers tellement bien que je vais hyper vite et je vais où je veux et je vais vachement plus loin que la plupart des gens qui se baladent avec leurs 2 jambes. Donc c'est pas grave. Mais elles sont là, les béquilles. Bien sûr. Et il y a des choses comme ça qui guériront pas, mais il y en a d'autres. Par exemple, si mon mec, pourtant je le connais un peu, je vis avec, s'il marche dans la rue derrière moi, et parce que moi ça s'est produit dans la rue, j'entendais pas, ma tête a beau identifier que c'est lui, mon corps se tend, c'est comme ça, on parlait de la mémoire du corps tout à l'heure, et ce qui a bougé, c'est que ça fait quelques temps que je me dis, c'est comme ça. L'autre fois, il rentre dans la salle de bain, j'ai fait un bond, il y a encore peut-être, comme quoi c'est un chemin perpétuel, il y a encore peut-être 3-4 ans, je me serais auto-flagellée en me disant, ça s'est pas passé, t'es encore là-dedans, tu réagis encore comme ça. Je dis, c'est comme ça. Mon corps, on lui a fait ça. C'est avoir de l'indulgence. Quand mon mec rentre dans la salle de bain, je fais des bonds. L'avantage, c'est que je vis avec un mec qui est hyper cool là-dessus. Qui a des pantoufles. Et qui est hyper discret. Il crie dans l'appart. Il n'y aurait rien de pire qu'un mec qui me dit « Oh, écoute, c'est moi, merde !» c'est bon, allez, on en a déjà parlé. Lui, là-dessus, puis même par rapport à toute cette histoire-là, il est très chouette. Donc non, il y a des choses qui guérissent pas. Mais c'est pas grave parce que c'est des pentes qui disent ce viol est ce qui me défigure et ce qui me constitue. C'est comme ça. Et par ailleurs, la chose la plus importante à comprendre, je crois, avec une souffrance, c'est de comprendre que elle laissera une marque, quelle qu'elle soit, mais que vous existiez aussi avant et que elle fait partie de vous au même titre que plein d'autres choses. Plein. Et que par ailleurs, de cette souffrance, vous aurez pu peut-être produire des choses, par exemple, en gros, faut plus jamais me faire chier, faut plus jamais me contraindre. Donc j'ai une espèce de liberté. Je pense que celui qui va m'emmerder, mais dans des circonstances de la vie quotidienne, en fait, il n'existe plus, terminé. Donc ce truc-là qui m'est arrivé, à la fois grâce à tous ceux qui m'ont entouré, toutes celles et ceux qui m'ont entouré, j'ai pu transformer, avoir une force et une liberté de dingue. Mais par ailleurs, j'existais avant ça. Donc ça ne me définit pas, ça ne me résume pas, ça fait partie de moi. Sur cette histoire des marques, Cristal, toi du coup tu fais des chansons sur vraiment des choses que t'as vécues, des souffrances, même si c'est pas forcément explicite. Qu'est-ce que ça... comment tu vois les choses quand tu te dis que certains de ces titres sont voués à devenir des tubes et que du coup, dans 5 ans, dans 10 ans, tu devras encore les chanter en concert alors que ces souffrances-là seront passées? Moi, je voudrais juste revenir sur le truc du trigger. Parce que c'est vrai que j'ai écrit mes chansons quand j'étais vraiment au plus bas de moi-même. Et Florence, tu disais quelque chose tout à l'heure, tu disais, mais tu ressens tellement à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que l'intensité. Après, t'es guéri, je parle du coup de la rupture, guéri de la rupture, et en fait, tu ressens plus rien. Et c'est vrai que
j'écrivais cet album et à la fin, quand j'ai fini de l'écrire, c'est comme si j'avais tourné la page. Et maintenant, quand je reviens en studio, je suis genre heureuse, Clarisse, maintenant. Je sais pas c'est quoi heureuse, mais je crois que je suis heureuse. Et je reviens. J'ai ce trigger vu que j'ai écrit cet album tellement dans un moment émotionnel, je suis en studio et je reviens à cette émotion qui était tellement intense. Et en fait, c'était intense, mais au moins je ressentais quelque chose. Et ça, et donc c'est assez intéressant même quand je les chante sur scène, je vais toujours revenir à ce moment-là de ma vie où j'étais très triste et je vais pouvoir pleurer sur scène parce que c'est ce trigger quoi qui va jamais partir. Donc oui, je suis guérie, mais je peux y revenir très vite. Réactiver, mais comme si moi je voulais réactiver alors que ça réactive tout seul. Hein. J'ai pas envie d'écrire sur mon ex encore. C'est bon, je l'aime plus. Ça y est, ouais. Mais j'écris quand même sur cette personne parce que j'écris bien. Parce que tu sais quoi, j'écris grave bien dessus genre. Et donc sur cette histoire de tube, ça c'est ma revanche. That's my power. Alors tu m'as fait de la peine, je vais faire des tubes sur toi. Moi je suis grave. C'est un grand classique. Clara Luciani, Jean-Louis Murat, les albums de rupture qui font des très belles chansons. Moi j'aime bien revenir sur ce sujet que je dis souvent, c'est strength found in vulnerability. Donc c'est force trouvée dans la vulnérabilité. Donc moi j'ai grave, ma rupture elle a été grave comme ça. C'était super triste. Et puis après, dans cette tristesse, j'ai trouvé une force. Parce que j'ai vu aussi que dans cette tristesse, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui pouvaient se reconnaître. Et en fait, ça devient encore plus gros que ton histoire à toi. Tu commences à avoir le seum sur tout. Vas-y, les gars qui te regardent dans la rue, vas-y, c'est comme ça. Vas-y, moi, quand je faisais ça... J'ai commencé à faire un peu j'ai eu un seum de tout, d'un coup. Tout est revenu. C'était même pas par rapport à mon ex, c'était par rapport à, je sais pas, toute l'énergie masculine qui a toujours été là autour de moi, et en fait qui m'a fait du mal. Et ça peut être, moi je parle de micro-agressions, je parle des agressions, des trucs de rue. Bien sûr. Pas des trucs qui sont, pas des viols, mais des trucs qui sont les commencements de tout ça, qui sont des mini-agressions qui, en fait, ramènent les hommes à faire des choses comme... Ça crée un climat propice, c'est la culture du viol, tout simplement. Et moi, j'essaye de parler de ce que je connais. Et voilà, en tant que femme, je pense que tout le monde vit cette énergie masculine qui prend le dessus, quoi. C'est un somme. C'est un somme. Mais après, voilà, pour moi, c'est le pouvoir de pouvoir faire des chansons et de pouvoir en parler. Et de pouvoir... J'ai un son qui s'appelle Payback. Et en fait, tout le monde peut se l'approprier, tu vois. Moi, je sais, je suis afro-américaine. Il y a ce truc de payback. On est américain. L'Amérique, c'est raciste, c'est blanc, mais par contre, on est renois. Donc, il y a ce truc aussi, genre, OK, on a créé la culture, we do music, we do sport, but we're here, et that's payback, tu vois. Pour moi, et ça peut venir sur plein de sujets différents, et voilà. Le seum et son pouvoir de création. Florence, du coup, toi, tu as écrit pas mal de livres sur des musiciens, musiciennes. Ouais. Tu peux nous parler de ces... parce qu'on parle souvent des rappeurs qui se clashent entre eux, qui font des diss tracks. Donc vraiment, c'est des sons de clash. Et on en a eu aussi en France, d'ailleurs. À l'époque, on avait les Booba, Rof, La Fouine, tout ça qui s'affrontaient. C'est un peu moins la culture maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ces albums de rupture, justement, qui sont très forts? Moi, je parlais de Clara Luciani, par exemple, et La Grenade, où effectivement, c'est venu totalement d'une rupture très brutale. Pas du tout. Tu sais, le mec l'a ghosté. Enfin, ils étaient ensemble, je crois, depuis assez longtemps, genre, ou 3 ans. Années. Plusieurs années. Enfin, je dis, bon, Clara, excuse-moi si si je me trompe, mais je crois bien. Quand même des années. Et il l'a ghosté. Genre du jour au lendemain. Et donc, elle écrivait pas à cette époque. Et donc, elle est rentrée chez elle. Elle était complètement déprimée. Vraiment,
au bout du bout, complètement. Et elle s'est mise à écrire, en fait, et à écrire toutes ces fabuleuses chansons de son premier album. Donc, ça a été une revanche extraordinaire. Mais moi, je voulais dire aussi que j'ai l'impression de m'être guérie d'une façon féministe, puisque j'ai eu un vieux revers de patriarcat avec cette histoire, puisque... Disons que bon, le mec est à mon âge, donc à un certain âge, et il m'a quitté pour une nana de 30 ans. Et donc j'ai senti vraiment ce côté un peu patriarcat dans la gueule. Et inconsciemment ou consciemment, enfin plutôt consciemment, je me suis dit je vais faire un peu comme les mecs, c'est-à-dire je vais traiter le mal par le mal et je vais retomber amoureuse. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, tout est bien maintenant. Félicitations. Voilà, merci s'ils nous écoutent. Ouais. Et je trouve ça, j'aime bien chez les mecs cet instinct un peu du corps aussi, de se soigner, enfin de façon très instinctive, de retomber amoureux. Enfin, je trouve ça assez fascinant, donc j'ai fait un peu la même chose et ça marche, les filles, en fait. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand on parle, comme la thématique aussi, c'est vrai que c'est la guérison, mais en effet, là, visiblement, toutes 5 autant qu'on est, on utilise aussi nos endroits sombres, nos traumas, nos plaies pour, en tout cas, en faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans l'action. Et en fait, c'est vrai que l'art, peu importe la forme, peu importe que ce soit de la peinture, que ce soit du chant, que ce soit de l'écriture, c'est quand même un moyen merveilleux, même quand on se dit, bah en fait, parce que je sais que j'en ai donné ça comme conseil à des potes, des fois, elle me dit, mais la prendre à un moment de panique, et je lui dis, mais peut-être écris, pose sur un papier, on s'en fout, vas-y, pose, dis tes trucs là, même en fait, juste pour formuler ta pensée, pour, comme tu disais, Christelle, de dire, en fait, là, c'est posé, c'est fait. Moi, j'ai eu la même sensation avec mon seul en scène, je me suis dit, j'ai écrit, et à chaque fois que je finissais, je mettais le point final, je me disais, allez, c'est bon. On passe à autre chose, en fait, je pourrais rien, ça va, c'est bon. Et en fait, après, bon, le processus est enclenché, t'as des deadlines et tout qui font que. Mais, et en fait, même je me rappelle avoir eu des copines quand je leur disais, mais écris un truc, même juste, en fait, pour juste que les mots sortent de ta pensée, de savoir. C'est ce que je dis à toutes mes potes. Ah, bah, tu vois. Je lui dis, envoie-moi le message. Oui. Envoie-moi le message. Oui. Non, mais parce que t'es là, t'envoies des carrosses comme ça, alors que le poteau, il veut plus te parler, en fait. Genre, envoie-moi le message. Tu filtres et tu c'est traites. tout. Mais parce que c'est vrai que les mots, ça a quand même cette chose-là de mettre un mot sur ce qu'on ressent. Déjà, c'est énorme. Déjà, de se dire, attends, qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? Attends. En fait, là, il y a tout qui se mélange et c'est ce que tu disais quand tu disais j'ai le seum envers tous les gars. Mais en fait, c'est comment ça se généralise, en fait. Quand on est mal, qu'on a eu un trauma, évidemment, qu'en fait, ça s'ouvre à tous les niveaux, que tu t'aperçois, tu dis, ah ouais, je sais pas mettre mes limites là, je sais pas les mettre là non plus, visiblement, je sais pas avec cette personne, avec celui-là non plus. Et tu dis, putain, c'est incroyable, quoi. Et comment, en fait, oui, l'art, il permet cette chose-là. Et puis, il y a un truc, tu évoquais, Florence, cette capacité qu'ont les mecs à retomber amoureux. Ouais. Moi, je dirais que ce qui nous coince aussi, les gonzesses, c'est que on a une éducation à la douceur. Ouais. Donc, il faudrait rester toujours dans une espèce de retenue émotionnelle, dans une douceur, dans une compréhension, d'une empathie de l'autre, etc. Et c'est ce que, je la cite encore, ce que dit Despentes, qui dit, je suis surprise qu'il n'y ait pas encore eu des commandos de meufs qui fassent des expéditions punitives dans la rue pour défoncer tous ceux qui les ont violés, cognés, harcelés, etc. Et on attend ce moment-là. J'y pense tout le temps. Et on l'attend tellement. Le clip de Payback que j'ai fait, c'était ça mon idée. Et ben je me suis dit, imagine un jour, là, toutes les go, là, elles sortent de chez elles, elles ont le seum. Imagine la guerre. De toute façon, même si on ne le fait pas, on nous explique qu'on est radical et qu'on est violente. Donc, franchement, je passe le message, autant l'être, puisque de toute façon, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, voilà. En attendant ce grand mouvement de mobilisation nationale, peut-être qu'on pourrait penser, dans certains cas, à une revanche possible. J'y pensais parce que Florence parlait de la rupture tout à l'heure et j'ai repensé à une copine à moi qui avait fait un truc que je trouve génial. Elle était retournée, donc le mec l'avait lourdé salement, et elle était retournée chez lui, elle avait encore les clés. Et en fait, à l'époque, c'est l'instant vintage de cette émission, il y avait encore des CD. Donc le mec était un dingue de musique et il avait un mur entier de CD. En fait, elle les a pris consciencieusement, ouverts un par un, rayés au couteau, remis dans la pochette. J'ai un peu fait la même chose. Et ensuite, elle est allée dans la penderie du mec et elle a consciencieusement découpé toutes ses chemises. Le mec était un maniaque de la chemise et remis sur cintre et reposé dans le dressing. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de la guérison. Et parce qu'il y a vraiment un truc, moi j'observe beaucoup. Autour de moi, il y a eu plein de ruptures récemment. Par un hasard, voilà. Et les meufs rompent avec une délicatesse. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. T'es là, tout doux, machin, nanana. Même moi, je le vois, j'ai toujours fait ça. Les mecs, le jour
où ils en ont marre de toi. C'est bien de temps. Non mais ouais. Non, mais je veux dire, ils vont pas appris le care, donc du coup ils vont pas avoir des pincettes, des machins, des non, j'ai peur de lui faire du mal. Le jour où ils veulent plus toi, tu les dégoûtes, c'est fini, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc. Bon, moi j'ai quand même tagué sa voiture et j'ai quand même lacéré tous ses livres. Toi t'es Vita et James à la fois. Je crois qu'il a pas vu tous ses livres, donc si tu m'écoutes, C'est bien. va à ta bibliothèque et ouvre tes livres, tu verras que c'est tout. Il y a des feuilles complètement arrachées. J'ai une autre copine qui est répandue du curry dans tout l'appartement. Et en fait, l'odeur de curry, ça s'incruste. Non, mais tu vois la mignonnerie du truc, on est en train de dire des trucs quand même, on n'est pas en train de dire on descend, les émascules. C'est pour ça que je dis, en attendant cette grande mobilisation nationale, tu vois, c'est... à titre individuel, il y a des petites revanches qui peuvent faire du bien sur le moment et participer de partir en prison pour autant. C'est voilà, un petit peu de curry. Le jour où quelqu'un t'envoie en tôle pour du curry, tu vois. Je crois que l'important, c'est de ne pas rester passive, en tout cas. Non, d'être dans l'action, je pense que vraiment ça fait du bien. Ouais, ou de chialer un bon coup, d'écouter la bonne musique qui nous fait du bien, et puis de voir les gens qu'on aime. Moi j'ai un film qui m'a beaucoup aidé, bizarrement, c'est un film des années 70 japonais qui s'appelle Lady Snowblood. Et pardon. Non, vas-y. Et c'est sur c'est Meiko Aikaji qui pendant toutes les années 70 a un peu pris le rôle de la woman fighter. Et dans tous les films, et en fait, elle se venge. C'est toujours sur la vendetta. Donc, elle se venge de sa famille qui s'est fait violer, de ses parents. Et en fait, elle est tuante. Et Lady Snowblood, je vais noter. Meiko Aikaji, elle m'a trop aidée à me donner de la force. Mais il y avait ce sous-style de film d'horreur à un moment dans les années 2010. Moi, j'aime trop le cinéma d'horreur. Et en gros, c'était le style Rape and Revenge. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Une jeune autrice, part écrire dans la forêt, mais tombe sur, en gros, des mecs qui la violent. Et après, tout le film, c'est comment les mecs se font buter de la pire des façons. Mais ça le vient... Rape and Revenge, c'est un sous-style de film d'horreur. Mais alors, Anna, je m'insurge, la douceur peut guérir aussi, parce que moi, je me suis tapé toutes les rom-coms de Julia Roberts. Voilà, je ne pouvais regarder que ça. J'ai écouté du Céleste. C'est vrai, Céleste, une artiste de Londres, qui fait des chansons qui sont tellement vraies, tellement belles. Elle a fait ce son qui s'appelle Strange. Elle dit... strangers to friends, friends into lovers, and strangers again. Et ça, franchement, c'est quand même beau. C'est clair, mais c'est vrai qu'il faut le dire aussi, mais bien sûr. C'est vrai qu'il faut le dire aussi qu'on s'envoyait des bonnes choses, des belles choses. Il y a plein de choses qui passent, and then strangers again. Non, mais après, c'est ce qu'on disait au tout début de cette rencontre, c'est que c'est la joie et la tristesse mêlées. Donc, on peut être la même femme et aller le lundi taguer sa bagnole et le mardi regarder des rom-coms. Enfin, pourquoi choisir en fait? Ouais, c'est encore toujours cette même chose de catégoriser, voilà. Alors qu'en fait, bien sûr qu'on est tout ça et qu'on peut être en effet une personne très joyeuse et avoir des moments de ce qui est complètement mon cas, tu vois, mais d'avoir, je pense généralement la couleur principale, on va dire qu'on est sur du jaune, du rouge, il y a du feu, il y a du soleil, mais bon, il y a plein de moments où bling, je descends très bas et en fait on est tout ça, quoi. Mais c'est compliqué aussi d'appréhender toute cette complexité, surtout quand on crée à partir de celle-ci. Enfin, c'est ça, on y revient à nouveau, parce que toi, par exemple, moi, j'ai vu le dernier seul en scène, du coup, Va aimer. Il y a des choses sur la violence psychologique qui sont particulièrement précises. Et après, il y a toute la question des procès aussi, mais ça, on en parle à la limite de façon beaucoup plus répandue depuis MeToo. Mais sur la violence psychologique, il y a une espèce de métaphore à un moment, avec une ampoule qu'on voit pendant tout le spectacle. Et puis, il y a un moment où le personnage rentre dans une relation violente psychologiquement. D'abord, c'est psychologique. Et en fait, tu vois l'ampoule qui vacille et puis qui finit par s'éteindre. Et la métaphore est super forte. Et je me suis dit... Waouh, c'est fou, parce que du coup, elle fait cette représentation plein de soirs d'affilée. Mais ça veut dire que le soir où tu te sens en canne et que tu as envie de parler de tout ça parce que t'es bien, ça va. Mais le soir où, je sais pas, tu t'es pris un trigger dans la journée parce que, j'en sais rien, t'as reçu un message où on t'a parlé de machin ou machin, bah tu dois quand même jouer ça, et je trouve ça super fort. C'est pour ça que je te posais la question, Cristal, d'ailleurs,
La pérennité des musiques aussi, quoi. Bah, toi-même, tu sais, hein, quand tu arrives là en studio, des fois, tu arrives avec ton jus, avec ton bagage, avec ton œil abîmé, avec ton voyage annulé, avec mon arrêt de travail. ton arrêt de travail. Et en fait, bien sûr qu'il y a des fois, j'ai pas envie d'y aller. Christelle, je sais pas comment, avant de rentrer sur scène, des fois, mais il y a... Je sais qu'il y a des fois où je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis dans un état mais de peur, de tétanie, il y a le corps qui parle organiquement, je me vide. Enfin tu vois, il y a un truc où tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi? Et tu es obligé d'y aller. Je suis allée jouer après des deuils. Je suis allée jouer avec le pied pété, avec un nombre de comment dire. En fait, c'est vrai. En plus, tu peux pas annuler une date comme ça ou dire en fait j'ai un arrêt maladie, je me sens pas très bien. Non, en fait, tu vas jouer jusqu'au bout. Et il faut que tu sois mort presque pour ne pas aller jouer quand il y a une date qui est programmée. Et puis je dirais c'est presque une chance dans nos métiers. Moi je me rappellerai toujours avoir appris la maladie de mon père. Alors, franchement, j'étais hyper triste, mais c'était une maladie et une mort hyper normale. Hein. Vous avez 80 balais. Moi je le garde encore 10 ans, voire 20 ans, mais bon. Bah, on l'embrasse quand même s'il nous écoute de là où. Alors oui. J'ai envie de vous dire. Non, au moment où je la prends à une demi-heure de l'antenne, je m'effondre en fait. Mais une demi-heure après, je suis à l'antenne et quelque part, merci ce métier, parce que j'ai 2 heures pendant lesquelles je vais oublier. Bien sûr. 2 heures pendant lesquelles cette info-là n'existe pas, 2 heures pendant lesquelles mon père va bien. Je sors de là, paf, ça me reprend et je m'écroule. Mais j'ai 2 heures où j'ai pu sécréter et recevoir des endorphines, de l'adrénaline, quelque chose qui te tient debout, qui te tient vivant et qui te rappelle qu'en fait, tu es quand même là, quoi qu'il arrive. Ma petite sœur, elle m'a appelé une fois en novembre à la première pause musique, donc il était 19h07, en hurlant parce que le chat était mort. Genre, j'étais là. Et du coup, j'ai regardé mes invités, ils étaient là, mais tu veux qu'on arrête? Je fais, ben non, on va pas arrêter l'émission. Et j'ai fait l'émission la plus normale du monde. Donc, comme des fois, je suis déjà allée à l'hôpital après les émissions parce que j'avais un souci et tout. Et en fait, c'était là. Et c'est vrai que même, tu sais, quand t'es pas bien, du coup, t'es en mode, ah non, j'ai pas envie d'aller faire mon émission ou j'ai pas envie de monter sur scène et tout. Puis tu et une fois que t'y es, t'es là. Mais en fait, ça me porte de fou, quoi. Et après, tu te sens bien avec la journée. C'est même assez difficile, même avec les situations qui se passent dans le monde, de pouvoir monter sur scène des fois, de poster sur Instagram. Là, cette semaine-là, j'avoue, toi, pour faire ta promo, j'ai là, promo c'est de pas mon album, je me sentais débile, en fait. Je me sentais totalement... Genre, vraiment, j'étais trop triste, en fait. J'étais trop triste parce que tu vois des bébés morts et toi, t'es là, t'es en train de... Listen to my album. Et en plus, si tu passes les bébés morts, Instagram te shadowban, du coup, tu peux plus faire ta promo. Il y a un truc hyper étrange et je pense que voilà, faut réussir à donner la parole quand on peut donner la parole. Mais c'est vrai que c'est difficile tous les jours il y a nos trucs personnels, les choses qui se passent dans la vie et en fait, tout nous touche en fait. Donc très difficile des fois de monter sur scène et faire genre que hey guys, let's talk about love. On va tout de suite, avant de poursuivre cette discussion, écouter un titre sur Move. Une grosse showgirl aussi, Shai Kavessa sur Move. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tunnel. Je vous rappelle que vous pouvez écouter le début de cette émission qui est podcastée en entier sur le site Radio France, mais aussi sur les plateformes de streaming et sur YouTube si vous avez envie de nous voir pendant qu'on parle. J'ai une question que je vais poser de suite à mes invités, mais vous pourrez aussi nous répondre sur les réseaux sociaux. Donc, Florence Trédez, Eva Rami, Julia Foyce, Crystal Murray. Est-ce que ce qui ne tue pas rend plus fort? Bullshit. Moi, je pense que cette phrase-là est toujours extrêmement pratique pour ceux qui ne souffrent pas, qui sont autour et qui sont un peu démunis. Et du coup, ils vont se dire, bah ça va, tu vas voir, ça va te rendre plus forte. Donc, ils sont dédouanés d'une forme de préoccupation qu'ils pourraient avoir pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Moi, je dis que ce qui ne te tue pas t'abîme un peu quand même. Mais je dis que la vie n'est pas moins intéressante quand t'es abîmé. Mais c'est exactement ce à quoi je réfléchissais. C'est est-ce que aussi l'injonction à la résilience. Ah, elle m'énerve. C'est pas quelque chose pour amoindrir nos envies de vengeance. Alors, il faut se rappeler d'un truc, c'est que un ongle qui repousse après un panari est résilient, ok? Donc, une fois qu'on vous a dit ça, est-ce que vous avez envie d'être un panari? Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, effectivement, il y a une injonction à toujours se retaper, à se remettre debout sans passer par la case.
je suis éclatée au sol et j'ai pas envie de bouger, et sans non plus dire la vérité qui est je me suis remise debout, certes, mais avec les béquilles dont je parlais. C'est l'idée d'amoindrir ce qu'on vous a fait, et quand on se parle de VSS, évidemment, c'est l'idée que, bon, c'est pas si grave. La vérité, c'est que tout le monde ne sera pas résilient, puisque être résilient consiste à se remettre debout et à tout, comment dire, la résilience d'un tissu, c'est qu'il peut revenir à l'identique. Non, ça n'existe pas. Revenir à l'identique, c'est impossible. Tout le monde ne pourra pas se remettre debout au même rythme, et tout le monde, il y en a qui boiteront à vie. Il y en a qui courront avec leurs béquilles, il y en a qui resteront immobiles. Enfin, il y a une injonction déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, la souffrance est éminemment singulière, il y a une injonction à la vivre exactement de la même façon, il y a une injonction à aller vite, beaucoup mieux, et c'est une façon de nier ce qu'on a vécu, ce qui, quand on se parle de VSS, est éminemment politique une fois encore. Et donc problématique. Très juste. Ouais, il y a... Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Ce fait que cette injonction en plus soit générale, il y a toujours un truc d'adoucir une colère qui est légitime. C'est comme quand on va dire à des militantes, pas forcément que des militantes féministes d'ailleurs, mais si vos messages passaient avec plus de douceur, peut-être qu'on vous écouterait plus. Là, c'est pareil, c'est-à-dire, elle est où la violence en fait ? C'est-à-dire que moi, je voudrais bien qu'on s'émeuve de la violence patriarcale qui consiste à violer ou à tenter de violer une femme toutes les 7 minutes, qui consiste à en cogner 230 000 par an. J'aimerais bien sentir la même émotion et la même indignation envers cette violence. C'est un slogan féministe qui dit ça, qui dit les mecs ont peur d'être moqués par les féministes, les femmes ont peur d'être tuées. Donc, à un moment donné, on va arrêter de jouer aux enfants et aux petits garçons et on va être capable d'entendre ce que les féministes ont à dire. C'est certes extrêmement désagréable à entendre, mais la violence dont elles parlent, elles n'en sont pas les autrices. Mais prenons cette histoire d'ours, là, il y a eu ce débat qui a fini par gagner jusqu'au plateau de BFM, CNews, machin. Il y avait des sondages de base, c'était sur le Twitter américain, puis voilà, c'est venu jusqu'en France, machin. Est-ce que les femmes préféraient passer une nuit seule dans une forêt avec un ours ou avec un homme ? On ne sait pas qui est l'homme. Ils disent oui, not all men. Oui, mais tu sais pas lequel c'est l'homme. Donc voilà. Et à l'unanimité, les femmes répondaient qu'elles préféraient être avec un ours, parce qu'au pire, l'ours, il te met un coup de patoune et puis tu meurs, voilà. Mais il va pas te torturer, on dira pas que c'est ta faute parce que t'as allumé l'ours, il va pas violer ton corps mort, il va pas, bon bref. Et les hommes étaient super énervés, et j'étais là, mais putain, vous êtes en train de nous faire chier, parce qu'on veut pas de vous, déjà ce qui est notre droit le plus élémentaire, mais parce qu'on ne veut pas de vous, à cause de ce que vous nous faites tout le temps, enfin je veux dire, c'est quand même... Bref... Non mais je sais pas, Non, il y a un truc qui me frappe dans sa lenteur à évoluer, c'est depuis le début de MeToo qu'on en soit toujours au not all men. Et ça, c'est une façon de perdre du temps d'antenne, une façon de perdre du temps de cerveau disponible, du temps de conversation qu'on peut avoir au dîner. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'en ai marre, en fait, et je n'explique plus. Mais j'ai perdu un temps fou à dire non, tous les hommes ne sont pas violeurs, mais oui, une écrasante majorité des violeurs sont des hommes. Stop, ça suffit. Maintenant, on avance. Et avancer, ça veut dire aussi considérer comme statistique à l'appui, qu'on a un vrai souci dans la construction du masculin, qu'il produit l'écrasante majorité des violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles et même routières, quelle qu'elle soit, et que donc il va falloir s'attaquer à ce masculin-là. Et si au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est foutu de me dire que je suis en train de parler des hommes pris un par un, je lui dirais, 1, d'aller se déboucher les oreilles, et 2, d'aller se laver la conscience, parce que j'en ai marre. Il y a des mecs qui n'ont rien fait, bien sûr, mais c'est pas ceux-là qui vont vous dire tous les hommes ne sont pas violents. Ils sont tranquilles avec eux-mêmes, donc déjà, ils vous laissent parler, ils vous écoutent, et 2, ils vous emboîtent le pas, et ils se sentent pas attaqués. Non, bien et sûr. Le fait que tu parles de toutes ces violences qui sont systémiques me fait venir une autre question, c'est est-ce qu'on peut guérir sans justice ? Et pour cette question, je vais me tourner vers toi, Florence, parce que... Pourquoi ? Parce que au final, la justice en matière de violence sexuelle ne marche absolument pas, puisqu'un violeur sur 100 seulement est condamné. Mais il y a des cas pour lesquels la justice n'est même pas prévue. C'est les cas
de violences psychologiques qui sont évoquées dans ton spectacle, Eva, mais aussi le cas où quelqu'un ne te respecte pas ou n'est pas cool, par exemple pendant une rupture. Mais en fait, tu peux pas aller porter plainte et t'es juste là. Putain, mais en fait, s'il faut, j'aurai jamais justice. Je vais y perdre de l'énergie. Parfois, on y perd ses potes, parfois, on y perd sa famille et tout. C'est sous tout. Bon, c'est quand même très différent. Enfin, je veux dire, on peut pas comparer aux violences sexuelles. Oui. Je compare pas. Et je viens juste sur la question globale. C'est l'histoire d'un couple aussi, donc il y a deux parties prenantes. Est-ce que sans justice, on peut obtenir réparation ? En fait, non. Comment on fait pour guérir soi-même quand on a l'impression d'être placé dans une situation injuste ? Situation injuste qui peut être celle d'une femme qui, à cause de l'impunité, sait qu'elle n'aura jamais justice par rapport aux violences sexuelles qu'elle a subies, mais qui peut aussi être celle d'une femme qui perd plein de choses suite à une rupture. Et malheureusement pour nous, on a souvent été dans les deux situations, donc c'est pour ça que je me permets ce parallèle qui est évidemment pas une hiérarchie, parce que c'est assez évident, quoi. Ouais. Bon, dans mon cas, comme j'ai retrouvé quelqu'un qui est 10 fois mieux que l'ancien, je fais des comparaisons et je m'aperçois que finalement j'ai pas perdu grand-chose, donc voilà, tu vois. Florence a fait l'équivalent des stories visées, mais au micro de Moux ce soir. Non, mais je pense que dans tous les cas, que ce soit des cas de rupture ou des cas de violence sexiste et sexuelle, je crois qu'à un moment donné, ça va mieux quand on arrive à poser les mots et à considérer qu'effectivement, on a été exclusivement victime de cette situation, et là je parle des VSS, ou qu'est-ce qui, dans l'histoire, a fait qu'on a pu aller tomber amoureuse de ce mec-là qui, visiblement, ne t'arrive pas à la violence, de juste comprendre ce qui a pu se passer, et petit à petit, on avance encore une fois, on ne pardonne qu'à ceux qui nous demandent pardon, et encore. Dans le cas des violences sexistes et sexuelles, je dirais que le petit avantage, c'est qu'on est tellement nombreuses et qu'on peut... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de collectif de femmes quittées. Il y a au moins un collectif de femmes violées, ou plusieurs, et donc on peut se serrer les coudes et transformer cette douleur-là en combat. Dans mon cas, moi j'ai porté plainte et il a été acquitté. Donc on a été jusqu'au tribunal et jusqu'en cour d'assises. C'est pour ça que je me permets de faire un petit tunnel là-dessus, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de nanas qui nous écoutent et qui se disent je porte plainte ou pas, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Alors évidemment, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de règles valables pour tout le monde en la matière. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai longtemps dit il faut porter plainte. J'ai assez vite compris qu'à une nana qui avait été contrainte, on ne disait plus jamais il faut. Donc elle fait bien ce qu'elle veut. J'ai compris aussi grâce à un certain nombre de données féministes, et par exemple le paye ta plainte que tu avais, je crois, c'est double toi peine. Double paye ta plainte, c'était Anaïs Bourdet qui l'avait fait, qui avait aussi lancé toutes les thématiques sur le harcèlement. Elle l'avait fait en 2015. Grâce aux militantes féministes et grâce aux statistiques, on se rend compte à quel point il est difficile, à quel point on est mal reçu dans les commissariats et dans les tribunaux. Donc aujourd'hui, je dirais, porte plainte si tu es bien entouré, si tu as du temps, si tu as un peu d'argent, et si tu es prête à perdre, parce que vraisemblablement, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que je regrette, moi, d'avoir porté plainte ? Jamais de la vie. Parce que je me suis dressée face à un tribunal à qui j'ai dit « je suis victime ». Donc, je ne suis pas coupable. Et quand on pense à toute la gadoue qu'on vous met dans la tête en termes de violences sexistes et sexuelles, ça, c'est fondamental pour l'après. J'ai pu regarder la société, les yeux dans les yeux et droite dans mes bottes, pour le coup, en lui disant, en fait, ce qu'on m'a fait, on n'avait pas le droit de me le faire. Donc ça, c'est fondamental pour l'après. Là, c'est un crime, le viol. C'est un crime. Oui. Maintenant, quand on sort d'une cour d'assises avec un acquittement, c'est la société qui t'a piétiné une seconde fois. Tu as été nié une deuxième fois. On t'a écrabouillé. Le viol te fait comprendre que dans la vie, ça arrive que les ours ne violent pas, mais que les hommes, oui. L'acquittement t'envoie le message selon lequel, en fait, on a le droit de te le faire. C'est très compliqué quand tu as 23 balais, parce que l'acquittement, j'avais 23 ans, de te remettre debout et d'avancer ensuite dans un monde dont tu aimerais te raconter autre chose, que c'est une jungle hostile dans laquelle tu évolues seul, mais c'est quand même un peu ça au départ. Donc aujourd'hui, l'énorme différence par rapport à... Parce que 23 ans, ça nous fait... Donc c'était il y a 25 ans. Par rapport à il y a 25 ans, c'est que grâce à Twitter, grâce aux réseaux sociaux, les filles savent qu'elles sont plus seules. Donc, en attendant de constituer leur force et d'être prêtes à perdre pour pouvoir dire à l'institution « on n'avait pas le droit de me faire ce qu'on a fait », elles ont effectivement une manière, non pas de se rendre justice,
mais d'obtenir une reconnaissance de ce qu'elles ont vécu, une reconnaissance de ce qu'elles ont déployé comme force pour se remettre debout. Et c'est un bon début. Pardon pour ce tunnel. Non, mais... C'est le but de l'émission. Ouais. Eva, il y a un procès aussi dans ton seul en scène. Et il y a un discours qui est fait lors de ce procès par la victime. Tu veux en parler ? Eh bien, écoute, moi, je suis dans le cas inverse de ne pas avoir porté plainte et de tout simplement décider de me rendre justice par moi-même et de fictionnaliser, d'inventer ce procès avec les angoisses que j'y projette et avec une résolution que je souhaite. Et en effet, à la fin, pour moi, ce qui était le plus important, c'était de donner la parole à la victime et qu'elle puisse s'exprimer là-dessus. En effet, bien sûr, en fait, c'est pour ça que je suis tellement d'accord avec toi, Julia, mais sur plein de choses, il faut rien, en fait. Déjà, il faut rien. J'allais dire, il faut rien, il faut... Mais... déjà d'essayer, de tenter, là, déjà de se débattre là, c'est tellement compliqué et ça appartient à chacune. Moi, c'est vrai que je me pose aussi la question de la main courante aussi. Voilà, c'est quelque chose qui, parce qu'en effet, c'est un endroit de faire partie des statistiques sans peut-être partir dans cette espèce, mais au moins ça rentre dans les statistiques. Au moins, on a formulé, au moins on se rend justice à soi-même en disant ça a existé. Voilà, je le pose là, comme ça, au moins, si une autre femme porte plainte, et ben derrière, au moins, il y aura mon appui derrière. Et encore une fois, voilà, chacun a son chemin. Moi, je sais qu'en tout cas, je suis passée par l'écriture et par le théâtre pour faire ce procès et le fictionnaliser et qu'il existe quelque part. Mais j'ai pas attendu la justice. J'ai trop peur. J'ai trop accompagné d'amis autour de moi qui, justement, voilà, qui ont eu en face un acquittement, enfin voilà, c'est et en même temps, c'est pour celles aussi qui l'ont fait. Et j'ai aussi l'autre cas inverse d'une amie qui l'a fait. Et ça a duré 4 ans et ça a été long et elle a mis des sous et en fait et au final voilà, la personne a été jugée et je trouve jugée justement par rapport aux choses qu'il a commises. Donc il y a pas de règle en fait, chacun fait un peu comme il peut, mais c'est vrai que voilà, je me pose la question un peu des statistiques, c'est toujours bien, je me dis en effet évidemment que plus il y en a et plus évidemment ça rentre dedans et plus il y en a et plus mais en fait on fait comme on peut, les mains courantes aussi sont possibles. Mais voilà, Julia, peut-être tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est vrai que donc je suis dans ce processus-là, en tout cas, de ne pas attendre que ce soit la justice elle-même et l'institution qui le fasse et d'essayer de le trouver ailleurs par d'autres moyens. Mais... Et qu'est-ce que tu aimerais, du coup, là dire ? On va un peu clôturer cette discussion sur la guérison, justement, avec un message, pas forcément d'espoir, mais en tout cas un message de réalisme et de comment on survit, justement, à toutes les choses de la vie. Qu'est-ce que le toi de maintenant aimerait dire au toi d'avant ? Waouh. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Florence, si tu veux commencer. Oui, allez, si vous êtes inspirées, les filles, comme ça. Je vois ton regard s'allumer. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je trouve que c'est bien d'analyser ce qui s'est passé, de voir la responsabilité de chacun, Et je te dis, moi à la limite, je suis assez contente de cette rupture. Je remercie presque, quoi. Beau bilan au final. Ouais. Je trouve ça, je sais pas, moi ça m'a réveillée aussi parce que peut-être que j'étais aussi dans d'une hyperactivité sur le travail, sur tout ce que je fais. Là, tout d'un coup, c'est vrai que je me suis rapprochée de beaucoup de mes amis qui m'ont beaucoup soutenue dans cette épreuve, de mes enfants aussi. Voilà, j'ai découvert la vie. Non, je rigole. Mais donc, merci encore. Non, mais on va pas exagérer quand même. Mais... On va lui faire envoyer des chocolats. Ouais, voilà. Non, mais voilà, je pense que aussi c'est bien de faire ce bilan et de voir que les torts peut-être sont partagés et bon débarras aussi. Ciao, bye bye. Cristal, sans forcément parler de résilience parce qu'on a compris que ce mot, voilà. Panari. Panari. Non, quel conseil tu donnerais au toi plus jeune, moins expérimenté de la vie ? Tu sais, j'ai 22 ans. Donc mais oui, mais il y a un toi plus jeune qui existe. ans. Ouais, 22. Je sais pas. Franchement, je dirais juste d'essayer d'accepter ses émotions. Pour moi, c'était en tout cas
un des trucs les plus importants dans ma vie, c'est de réussir à dire quand je suis triste, réussir à dire quand je suis enragée, réussir à accepter toutes les étapes, même si elles sont bizarres, même si j'aime et je déteste, même si j'ai la rage et en fait je suis heureuse, même si je suis amoureuse et pas amoureuse. En fait, it's okay. Duality is key to life. And that's okay. Cristal, tu vas nous faire un petit live. Juste après, on va se passer un titre, le temps 2. Quel est le son que tu vas nous jouer? C'est une chanson qui s'appelle Whispers et c'est une chanson que j'ai écrite. Au début, je pensais que j'écrivais sur quelqu'un et en fait, c'était sur moi. Et en fait, le refrain, c'est I don't wanna be her. Et c'est les voix qui étaient un peu dans ma tête quand j'étais très triste qui me mettaient un peu bas. Et c'est une chanson qui c'est sur les voix dans la tête qui te mettent un peu triste. Juste avant de t'écouter chanter Whisper, on va écouter sur Move Aaron, Blouson Noir. Et tout de suite sur Move, j'ai le plaisir de vous offrir un live de Cristal Murray, Whisper sur Move. Cristal, c'est quand tu veux. Trying to speak, I forgot what I wanted to say. Get away, get away. The noise inside of my head. Maybe this isn't too late to be okay. I'll be okay. Later in the night, voices fill the silence, trouble on my mind, thoughts becoming violent. Later in the night, voices fill the silence, trouble on my mind. I don't wanna be hurt, I don't wanna be hurt. Can you hear the whispers loud? I can hear the whispers loud. I don't wanna be hurt, I don't wanna be hurt. I'm sleeping in the loveless bed, sleeping in the crowd you live. But you won't when I'm trying to speak. You keep on talking, I'll kick you in the teeth. Don't make me anxious, I leave blood on the street. Then wake up from a terrible dream. Now shh, cause I'm trying to sleep. Go, go, set me free, set me free. And I know you're not trying to leave. Hold your back, it's getting harder to breathe. Voices fill the silence, trouble on my mind, thoughts becoming violent. Later in the night, voices fill the silence, trouble on my mind. I don't wanna be hurt, I don't wanna be hurt. Can you hear the whispers loud? I can hear the whispers loud. I don't wanna be hurt, I don't wanna be hurt. I'm sleeping in the loveless bed, sleeping in the cot you live. I
Bravo. Tout de suite, on va pouvoir se dire au revoir, malheureusement, même s'il est... ça me semble être trop tôt parce que cette discussion était passionnante. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous aimeriez dire, justement, un conseil peut-être à des personnes plus jeunes qui nous écoutent, qui font face à des souffrances, justement, qui sont dans des processus de guérison? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Je me tourne vers toi, Julia. Évidemment, j'ai connu mon petit panel de souffrances autres, mais puisque c'est ce sur quoi j'écris, je vais parler de cette souffrance post-trauma qui est ô combien répandue. Je parle bien des violences sexistes et sexuelles. Je dirais, t'y es pour rien. T'y es pour rien et tâche de t'en convaincre assez vite parce que tu vas voir après, c'est cool. Merci. Eva? Je suis complètement d'accord avec cette formulation, elle me parle beaucoup. C'est pas ta faute, t'y es pour rien. Et en effet, c'est aussi une petite phrase que je dis vers la fin du spectacle. Et en effet, oui, c'est vraiment le fait de... Tu n'es pas seul, voilà. Tu n'es pas isolé, tu n'es pas seul, tu n'es pas un cas isolé, tu n'es pas un cas à part, malheureusement aussi. Mais ça, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, ça permet de savoir aussi qu'on peut aller chercher des forces autour et qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà mis des mots. Et qui ont survécu aussi. Et qui ont survécu. Donc ça englobe tout ça pour moi, tu n'es pas seul. Florence, encore un conseil? Une rupture, c'est quelque chose de très dur, c'est un choc, ça peut créer une vraie dépression. Je pense qu'il faut prendre soin de soi et puis essayer de la vivre à fond plutôt que ce soit un long processus, une longue torture pendant... Moi, on m'avait dit, tu vas mettre 2 ans pour t'en remettre. Non, merci, moi, j'ai pas le temps. Donc, kiffe ta rupture, vis-la à fond et voilà, ça va bien se passer. Mets du curry. Et mets du curry, s'il te plaît. Et quelques livres rayés. Cristal, un dernier conseil et peut-être des actus surtout. Mon album est sorti. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. Don't forget to fail. Faut juste ressentir. Sad Lovers and Giants, my new album, est sorti la semaine dernière. Et allez l'écouter, allez le ressentir. Et surtout, lisez les paroles et venez m'en parler. J'aimerais bien... c'est chouette, j'aimerais ça. J'aimerais bien entendre ce que les gens ont ressenti de toutes mes paroles en contradictoire, en dualité, en tristesse, en rage et en amour. Mais déjà, merci Cristal de nous avoir accordé ce moment en français. Oui. Qui n'est pas ta langue maternelle. Donc, merci beaucoup. Tu t'en es très bien sortie. Julia, où est-ce qu'on peut te suivre? Quelles sont tes actualités? En marge reprend à la rentrée 2024 sur France Inter tous les samedis à 20h, évidemment en podcast, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et le livre, le deuxième, Ce que le féminisme m'a fait, édité chez Flammarion, comme le premier, je suis 1 sur 2. Je dirais que je recommanderais à tout le monde de commencer par Ce que le féminisme m'a fait, donc le second. Qui est un peu plus estival. On est sur un truc beaucoup plus léger, cocktail mojito en bord de piscine. Le premier, plus pour la rentrée, quand on a envie de se la bastonner un petit peu. Merci beaucoup, Julia. Eva. Eh bien, il y a les 2 dates à la Scala de Va-Aimer à Avignon cet été, 2 exceptionnels, le 8 et le 15. Et ensuite, à partir du 23 septembre, je reprends le spectacle Ce 3e seul en scène au Théâtre de la Pépinière, tous les lundis de septembre à décembre. Et puis, il y aura aussi une tournée dans toute la France qui débute également le 6 septembre. Eh bien, merci beaucoup, Eva et Florence. Enfin. Alors, vous pouvez me lire dans Elle. Et n'oubliez pas le festival Pop et Psy du 11 au 13 octobre à Grande Contrôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode en replay un peu partout. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h, 21h sur Move. Et je vous laisse au son de Move. C'est tout musique après moi. Salut.